à ce nouvel épisode. On dirait que ça fait pas longtemps qu'on est venu ici, Pierre-Luc. Hein? Pierre-Luc La Liberté, mon partner, qui est toujours là derrière la caméra pour nous soutenir. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps qu'on a eu une entrevue ici. On a passé il y a quelques semaines avec Dan Lavoie-Guide. J'espère que vous avez apprécié ce podcast-là d'ailleurs. Aujourd'hui, une personne que j'avais vraiment hâte d'interviewer, Jérôme Plourde. Salut! Biologiste de la grande faune pour le ministère. On a eu la chance de jaser ensemble dans les quelques dernières semaines, puis on s'est préparé une super entrevue. On va parler d'un paquet... On va parler de deux principaux thèmes. On va parler d'un paquet d'affaires. On va décortiquer ces thèmes-là, mais les deux principaux thèmes, ça va être les inventaires aériens, ici dans la zone 28, puis dans la zone 29 un peu, mais là, on va moins pouvoir en parler un petit peu. Ouais. Puis on va flirter un petit peu avec le thème de la tique d'hiver, afin que ça risque d'être vraiment, vraiment plaisant aujourd'hui. Avant qu'on commence, je veux mentionner à tout le monde qui nous écoute, allez voir dans nos publications, on va faire des tirages encore. On a Pro Nature qui sont là pour nous fournir des beaux cadeaux. On a aussi Northback Country qui nous donne des super cadeaux. Donc allez voir ça, faites des petits commentaires, allez interagir. Puis parmi les gens qui vont avoir interagi avec le podcast, on va faire des beaux cadeaux comme à l'habitude. Donc toujours un beau bonheur. On est à la microbrasserie Le Coureur des Bois qui nous accueille. Donc podcast en territoire libre qui commence à l'instant. Bienvenue. C'est drôle, j'ai tout le temps la même énergie au début du podcast. C'est comme une histoire d'amour, ce podcast-là. On dirait que ça se répète, puis je suis tout le temps aussi heureux d'être là. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis vraiment content d'être là, de vous jaser de chasse, de vous jaser d'orignal aussi. C'est dans mes cordes. Je suis biologiste au ministère de la Faune. Je travaille principalement sur le grand gibier, dans le fond, cerf de Virginie, orignal, ours noir, caribou. Puis j'ai aussi comme mandat le petit gibier en secondaire. Fait que je suis vraiment très, très content de venir vous parler aujourd'hui. Ah, mais c'est super. Puis en plus, je pense que c'est un chasseur, donc je l'ai appris il y a quelques instants. C'est pas que j'étais étonné de ça, mais on s'en était pas parlé. Fait que, on va peut-être pouvoir aborder ça un petit peu aussi. Tu chasses quoi en tant que tel? Ouais, ben je chasse depuis quelques années. Je dirais que je suis encore un peu nouveau. Là. Je suis un peu une recrue. Là. Je chasse depuis peut-être 4-5 ans l'orignal, puis même affaire pour l'ours noir aussi, puis le petit gibier évidemment. Là. Puis t'aimes ça? Ouais, j'adore ça. D'ailleurs, je vais y aller bientôt. Là. Je vais partir après l'entrevue. Ah ouais, tu t'en vas là tantôt? Pour là? la chasse à l'ours noir. OK. On va te souhaiter bonne chance. Merci. Moi, j'arrive de là. On vient de récolter, moi puis ma fille de 7 ans, un ours d'à peu près, on va dire, un 200 livres. Peut-être 180, mais on va l'arrondir à 200. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais ça a été une super chasse. On va sortir un film en lien avec ça. Ça a été un moment... C'était mon premier ours. Premier ours à moi, premier ours à Éléonore aussi. Donc, ça a été vraiment un moment extraordinaire là, que je vais me rappeler de ça quand ça va être dans mes vieux jours. C'était vraiment super. Fait qu'on va te souhaiter une belle chasse aussi de ton côté. Merci, merci. Jérôme, je sais que tu travailles dans différents thèmes, différents projets. C'est quoi, admettons, ton champ d'expertise? Sans embarquer trop dans les détails, sur quoi tu travailles globalement, admettons? Ben moi, j'ai étudié en biologie, en fait, à l'Université du Québec à Chicoutimi, à l'UQAC. J'ai fait une maîtrise aussi en biologie. Je te dirais qu'au début, j'étais plus spécialisé en faune aquatique. J'ai plus étudié là-dedans. J'avais initié ma carrière un peu en faune aquatique, mais toujours un peu en dynamique des populations animales. Fait que, je te dirais que tout ce qui est analyse de données, dynamique des populations animales, c'est vraiment ça, vers ça que je me suis spécialisé un petit peu plus. Ce qui fait qu'avec la grande faune, ben, je suis quand même à l'aise. Là, on fait juste changer d'espèce. Il y a d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte, mais le principe de base est le même. Okay. Fait que, dans le fond, moi, je me suis un peu spécialisé là-dedans. Puis là, ben, pour l'instant, on a plusieurs projets, je te dirais, soit des projets d'acquisition de connaissances ou des suivis aussi qu'on fait là, pour suivre l'état des populations, dont l'inventaire aérien qui en est une. C'est une des méthodes, dans le fond, qu'on utilise pour faire le suivi de nos populations. Puis entre ça, ben, on a les statistiques de chasse aussi qu'on utilise, qu'on regarde, puis qui nous permet d'avoir un certain suivi de la ressource aussi. Fait que c'est à peu près ça. Puis là, ben, pour l'instant, comme je disais un peu tantôt, moi je travaille beaucoup avec l'orignal, le cerf de Virginie, l'ours noir. On a différents plans de gestion qui sont en place. Il y a le plan de gestion de l'orignal qui s'en vient prochainement. Fait qu'on est en train d'élaborer aussi des plan de gestion en quelle année exactement ça va arriver? Ben là, on vise 2026. Là. Ça a été retardé un petit peu là, pour différentes raisons que je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, là, mais c'est visé pour 2026. Il y a d'ailleurs des consultations qui viennent de se terminer là, ce printemps. Fait que, on est en train de rebrasser ça, voir un peu quelles modalités qu'on peut mettre de l'avant, quelles actions qu'on peut mettre de l'avant. Puis là-dedans, ben, il y a justement
un genre de système de suivi nouveau genre là, qui est proposé dans le fond. Il y a des nouveautés qui s'en viennent en lien avec ça. Des nouveautés, ouais, des nouveautés, peut-être des nouvelles modalités aussi OK. dans certaines zones de chasse. Puis on va voir un peu qu'est-ce qui est ressorti des consultations, puis on va rebrasser tout ça, puis on va revenir avec ça à l'automne là, pour faire le suivi de ça. Puis là, ben il y a peut-être d'autres projets aussi qui vont être initiés avec ça, là, des différents enjeux qui sont apparus, puis qu'on doit aller documenter. Fait que, il y a peut-être de nouveaux indicateurs aussi qu'on va mettre de l'avant. Mais les inventaires aériens sont là pour rester quand même. Là. Puis ces inventaires aériens-là, inévitablement, vous permettent après ça de faire les actions nécessaires pour garder des cheptels de qualité chez les orgnaux, chez d'autres animaux. Tu parlais de l'ours tantôt. Il y a quelque chose que tu as dit au départ. Tu parlais plus des animaux aquatiques. C'était quoi en tant que tel les échantillonnages que tu faisais? C'était sur les poissons dorés, wananiche, trucs comme ça? Ou? Ouais, ben j'ai travaillé un peu sur tout l'a dit, truite grise, un peu sur le saumon aussi, la wananiche, les perles arc-en-ciel du lac Saint-Jean, la truite l'ombre de fontaine, dorée aussi un petit peu. Fait que c'était principalement, mettons, des études de lac. Milieu forestier. En milieu forestier, mais même au lac Saint-Jean aussi, là, sur le lac Saint-Jean en tant que tel, puis même des rivières à saumon. Là. Fait que j'ai différentes expertises comme ça là, que je suis allé chercher puis que j'essaie de reprendre, si on veut, dans un autre domaine là, qui est plus le gros gibier. Là. Ah, c'est super. Notre premier thème, les inventaires aériens, vous appelez ça comme ça, ou échantillonnage que vous faites ici dans la zone 28. On en a parlé ensemble, ça m'a vraiment captivé. J'avais beaucoup de questions. Je sais pas combien de temps qu'on va aborder ce là, mais j'ai beaucoup de questions. Écoute, réponds comme tu peux. Je sais que je vais t'en poser beaucoup. Je vais faire beaucoup d'interventions, mais vas-y comme tu peux. La première question que je te poserais, c'est quoi la préparation avant de partir pour faire des inventaires aériens de même? Vous partez en hélicoptère, je sais que ça doit être tout que des périples. C'est quoi la préparation? C'est quoi le avant, puis le... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est toute la préparation, essence, l'appareil pour aller là-bas, tout l'équipement, l'équipe. Parle-moi un petit peu globalement de ça, le avant les inventaires, admettons. La préparation, c'est la clé, je te dirais. C'est vraiment l'élément primordial. Là. Quand on se lance dans un inventaire aérien, on se le cachera pas que c'est des coûts qui sont quand même assez élevés. Là. Fait qu'il faut que ça passe par une bonne préparation. Tu en as évoqué quelques-uns. La première étape, c'est vraiment c'est d'aller chercher le budget. Là. Un coup qu'on l'a, après ça, on peut décoller. Mais la première étape, c'est vraiment de se définir notre zone d'étude, c'est quoi. Dans notre cas, nos zones d'étude, nos zones d'échantillonnage, notre gestion qu'on fait du cheptel, c'est à l'échelle des zones de chasse. Donc là, dans notre cas, c'était soit la zone de chasse 28 ou la zone de chasse 29, qui sont les deux principales zones de chasse dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc ça, c'est notre zone d'étude. Après ça, ce qu'on va aller chercher, c'est où est-ce qu'on va aller échantillonner. Dans le fond, c'est quelle parcelle d'inventaire qu'on va faire. Puis sur les techniques, un peu plus de parcelles, je reviendrai un peu plus tard, là, mais... C'est où qu'on va aller échantillonner finalement. C'est combien de ces parcelles-là qu'il faut faire. Fait que c'est tout ça qu'il faut préparer. Puis là, ça va nous dire, mettons, OK, on veut en faire 50 parcelles d'inventaire, on veut en faire 80, on veut en faire 90. Là, il faut déterminer c'est où qu'on va héberger. C'est où qu'on va mettre nos sites d'hébergement. C'est combien d'hélicoptères qu'on va vouloir avoir sur le terrain, combien d'équipes. À un moment donné, il faut que vous arrêtiez. Là. Je veux dire, vous ne pouvez pas partir de même pendant une grande journée sans arrêt. Je veux dire, il doit y avoir des pauses, des moments où vous vous stationnez ou vous atterrissez à des endroits. Oui, effectivement. Puis c'est là un peu aussi que ça fait partie de la logistique de préparation. C'est justement où est-ce qu'on va aller s'installer, mettons, pour le ravitaillement. Ça va être quoi le ravitaillement, dans le fond, qui va être optimisé pour minimiser les coûts de transit, par exemple, là, pour se rendre, par exemple, de notre site d'hébergement vers la première parcelle, la deuxième, etc. Fait qu'on va vraiment essayer de se faire un plan de match global sur tout l'ensemble de nos parcelles d'inventaire pour dire, OK, dans ce secteur-là, on va se mettre 2 barils d'essence. Dans ce secteur-là, on va s'en mettre 4. Comme ça va nous éviter de retourner, par exemple, à notre site d'hébergement. Puis dans une journée, effectivement, on ne peut pas faire 10 parcelles d'inventaire. On est limité par des conditions météorologiques, on est limité par un paquet de facteurs. On va l'aborder tantôt un petit peu, la météo. Ouais. J'ai quelques questions par rapport à ça. Effectivement, c'est un des gros enjeux à considérer. Mais pour ce qui est de la préparation, là, c'est ça. On va déterminer, dans le fond, le nombre de barils qu'on a besoin. On a besoin de 100 barils. On est capable de s'approvisionner à l'aéroport de Dolbeau, par exemple. On est capable de s'approvisionner à l'aéroport de Saint-Honoré, Alma, peu importe. Parce que vous partez de Jonquière. On part, ça dépend sont placées où nos parcelles. Si nos parcelles sont toutes placées dans les Monts-Valin, c'est aléatoire dans le fond nos parcelles. On fait une sélection aléatoire. On va se dire, OK, on a besoin de faire 80 parcelles. La parcelle, mettons, 78 est située à tel endroit dans les Monts-Valin, l'autre est située au nord de Dolbeau. Fait que dépendamment où est-ce qu'ils vont tomber nos parcelles, c'est là qu'on va se faire un plan de match pour dire, OK, on serait peut-être mieux d'héberger à Dolbeau pour cette partie de l'inventaire-là, puis il y a peut-être une autre équipe qui va être hébergée, par exemple, à Saint-Honoré ou dans le sud, etc. Fait que là, on se définit vraiment un plan de match. Puis ça, c'est vraiment, comme je disais tantôt, c'est vraiment primordial. C'est la clé. Le nerf de la guerre. C'est vraiment, si t'es
bien préparé, puis tu as bien fait tes sites de ravitaillement, ben après ça, là, il te reste juste à espérer d'avoir des bonnes conditions météo. Comme un itinéraire, dans le fond, que vous faites là, avec des points GPS, puis des emplacements. Puis c'est quoi? C'est des gens, c'est des employés, en fait, du ministère qui vont porter des barils d'essence dans des chemins forestiers à des endroits stratégiques, c'est ça? C'est carrément ça, en fait. On a, nous, dans le fond, quand on a défini notre besoin, qu'on se dit, OK, on a besoin de 100 barils au total, ben là, on va faire des appels d'offres, puis on est un organisme public, fait qu'il faut y aller avec le plus bas soumissionnaire, puis on a différentes contraintes, je dirais, de gestion contractuelle à passer au travers, ce qui fait que ça, on doit se prévoir vraiment à l'avance, là, pour que ça soit livré au bon moment, dans le fond, parce qu'on va porter ça en camion, fait qu'il faut que le chemin soit déneigé. Si on se décide d'aller se faire une cache à carburant, par exemple, qui est à 100 km dans le bois, ben il faut s'assurer que notre chemin est déneigé. Des caches à carburant, vous appelez ça comme ça? On appelle ça des caches à carburant. Wow, quand on se cool. fait des secteurs où est-ce on entrepose des barils, c'est nos caches à carburant. Parce que c'est l'hiver, tu as mentionné de quoi d'important. Les inventaires aériens se passent exclusivement l'hiver. Exactement. Il n'y a pas d'inventaire aérien à des moments où il n'y a pas de neige en tant que tel. Non, ça se passe l'hiver. Puis l'unique raison, c'est pour être capable de repérer les pistes que vont laisser les orignaux. Okay. Parce que l'été, ça serait carrément impossible. Même avec le couvert de feuilles, ça serait impossible. Fait qu'on s'y prend vraiment pendant l'hiver. Fait que c'est ça, il faut prévoir ça à l'avance, plusieurs mois à l'avance. Aller porter nos barils, faire toutes nos réservations, s'assurer dans le fond que si on va dans un campement forestier, par exemple, ben, qu'il va y avoir un cuisinier à telle période. Il faut qu'il sache que vous arrivez à ce moment-là. C'est ça, exact. Fait qu'il faut vraiment tout préparer ça à l'avance. Puis après ça, ben faut déterminer justement combien d'équipes qu'on a besoin. On a besoin de 2 équipes, on est capable de le faire à 3, à 4. Ben, après ça, il faut prévoir le personnel en conséquence. Puis au bureau, à notre bureau au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on n'a pas des ressources infinies non plus. Je comprends fait que si on a besoin d'aller emprunter des collègues ailleurs dans d'autres régions, ben ça, il faut le prévoir aussi à l'avance. Fait que tu sais, la préparation, c'est vraiment faut vraiment se prévoir d'avance là, pour s'assurer, dans le fond, que ça roule bien après. Là. Puis quand vous partez comme ça, admettons, là, quand le projet est monté, puis là, tout votre planning est fait, combien de temps vous pouvez partir? Ça peut durer comme plusieurs jours ou c'est-tu des semaines? C'est combien ça prend de temps faire un inventaire aérien comme ça? Ben, faut que les conditions météorologiques soient là. Dans le sens que les orignaux, l'hiver, on essaye de préciser la période où est-ce qu'ils vont être en ravage. Là. Tu sais, qu'ils ne feront pas des grands déplacements, qu'ils vont vraiment être dans leur ravage puis qu'ils vont rester là. C'est à ce moment-là que vous faites vos inventaires? C'est à ce moment-là qu'on fait nos inventaires. Puis normalement, je dirais que c'est autour du 15 janvier, mi-janvier à mi-février à peu près, la période propice, là, la meilleure période où est-ce que la neige a tombé en masse puis qu'on a quand même une bonne couverture de neige. Puis là, les orignaux sont un peu plus confinés, fait qu'ils vont être plus faciles Ils vont être plus faciles. Dans le fond, ça va éviter de courir après sur des longs transects, là, de courir sur une piste. Là. Quand il y a beaucoup de neige, les orignaux, ils bougent beaucoup moins. Là, fait qu'ils sont beaucoup plus faciles. Ils sont plus casaniers dans leur spot, puis là, ils sont sur le montagne, puis ils restent là, puis ils s'alimentent. Puis... Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on fait ça l'hiver, et particulièrement pendant cette période-là. Puis nous, on a couvert, on a des normes à respecter. Là. On a quand même une méthode qui est normalisée depuis presque 30 ans. Donc, on a vraiment un minimum de neige à avoir. Donc, on a un 35 cm minimum qu'il faut avoir pour être capable de dire, OK, maintenant, on débute l'inventaire, c'est là que ça se passe. Puis un coup que c'est commencé, ben là, c'est non-stop. Là. C'est à partir du moment que c'est commencé, on y va tant que les conditions sont là. On fait l'inventaire, on embarque dans les hélicos. Puis là, ben, on a des conditions météo à considérer aussi, dans le sens que ça prend plein soleil, parce qu'on veut avoir de l'ombrage au sol. Pour être capable de repérer les pistes, parce que si c'est voilé... tu vois pas tes pistes pantoute. Tu vois même pas les pistes de lièvre. Là. Fait que tu vois pas les pistes de lièvre, tu vois pas les pistes d'orignaux, tu vois rien. Le soleil crée l'ombre, dans le fond. Le soleil crée l'ombre. Puis tu vois tes pistes. La trace qu'il va laisser, ben tu sais... L'ombrage va te permettre de le détecter plus facilement. Ouais, c'est intéressant, ça. Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que quand on est dans un hélico, on regarde pas juste au sol à côté de l'hélico. Il faut avoir quand même une certaine distance parce qu'on a des lignes qui sont faites aux 500 mètres. Fait qu'il faut être capable de voir jusqu'à 250 mètres de part et d'autre de l'hélicoptère. Fait que c'est là que les conditions doivent être le plus propices possible pour être justement capable de voir de chaque côté de l'hélico, là, pour être capable de repérer ça. Mais tu sais, on connaît notre météo ici en ville, mais ça doit être difficile, par exemple, parce qu'on est ici, admettons, tu es capable de voir, OK, ben là, c'est dégagé, on est capable de partir. Mais c'est difficile de savoir, admettons, que dans 200, 250, 300 km, dans tel spot, ça va être correct, parce qu'en plus, à moins que je me trompe, là, il y a des fois des espèces de microclimats ou des endroits où il y a plus souvent des tempêtes à cause de certaines montagnes, des grands lacs qui vont créer un petit peu
certains climats qui sont différents, tu sais. Ça doit être difficile quand même de savoir, ben, regarde, on va faire notre parcelle là-bas, c'est bien correct, c'est parfait. Y a-tu des petites stations météo? Comment ça fonctionne? Il n'y a pas de station de météo. Maintenant, il y a beaucoup de sites spécialisés là, qui existent, là, qui font de la météo un peu plus fine, là, sur des quadrilatères un petit peu plus restreints, qui se basent sur différents modèles météorologiques. Puis je te dirais que le meilleur moyen de le savoir, c'est d'être sur place. Le matin même, tu le vois très bien, tu dis OK, là, c'est voilé un peu, mais ça semble se dégager. On va s'essayer, on y va, puis des fois on décolle, puis il annonçait une tempête, puis finalement on est capable de faire toute la journée parce que ça s'est dégagé. Justement, comme tu l'as dit, il y a des microclimats. Le lac Mistassini, par exemple, draine un microclimat à lui tout seul, le lac Saint-Jean aussi, fait que tu sais, les Monts-Valin aussi, fait que tu sais, il y a différents systèmes, microsystèmes à l'intérieur de notre région. Fait qu'il faut être là, puis c'est le matin même qu'on se décide, qu'on dit OK, on décolle, on va aller voir à telle place, ça semble être pas pire, puis on s'essaye, puis bien souvent, si ça fait pas, les conditions sont pas là, on s'acharne pas, là, parce que ça nous prend vraiment des bonnes conditions d'observation. Puis si ça fait, ben on y va. Parce que ça peut devenir même dangereux à un certain moment donné, là, je veux dire, si t'arrives, puis là, je pense pas que vous rentrez dans un cœur de tempête puis tout ça, là, mais ça, des fois, la météo, elle change quand même assez rapidement. Ça peut être assez drastique. Oui, effectivement. Puis en hélico, c'est sûr que le vent peut être un élément dangereux. Là, si t'es dans un flanc de montagne, puis t'as comme un backdraft, je sais pas trop, un vent de retour. Là, qui revient. Qui peut te taper sur l'hélico, ça peut être dangereux. Puis le grésil aussi, là, si t'es proche du 0 degré, ça peut être excessivement dangereux. Le grésil peut se coller aux pales d'hélicoptère, puis là, c'est très dangereux. Puis le pilote, c'est le maître d'œuvre, en fait. C'est lui qui va décider des conditions météo, dans le fond. Il prend une décision, là. Il va dire aujourd'hui on peut voler, je le sens bien, je pense pas que ça soit une problématique. Puis nous, souvent, ce qu'on a, c'est qu'on a des conditions qui sont beaucoup plus restrictives que le pilote en tant que tel. Fait que quand on peut voler, c'est sûr presque à 100% que le pilote va pouvoir voler parce que ça nous prend vraiment des conditions parfaites. Okay. Je me posais la question tantôt, tu as parlé d'équipes de travail, tu as parlé de un certain nombre d'équipes, mais dans votre équipe de base, quand vous partez comme ça, il y a le pilote, il y a toi qui es biologiste, technicien également, biologiste de la grande faune, technicien de la faune également. C'est qui les autres intervenants qui sont avec vous? C'est qui les autres acteurs de la situation, dans le fond, avec vous, quand vous faites ça? Chacun a un peu son rôle, je te dirais, là, à l'intérieur de l'hélicoptère. Dans le fond, tu vas voir le pilote que lui va vraiment suivre les lignes de vol qu'on va lui avoir attribuées. On a 12 lignes de vol à faire par parcelle, espacées de 500 mètres. Lui, il a son GPS, il va suivre ça. Nous, on va quand même le valider aussi avec le navigateur qui est assis à côté de lui à l'avant. Que le navigateur, lui, ça peut être un technicien de la faune, un biologiste, peu importe. Lui, il va s'assurer vraiment qu'on suit le plan de match, puis c'est lui qui va décider, dans le fond, qui va dire gauche-droite au pilote si jamais on voit des pistes, si jamais on donne des choses à valider. Okay. C'est vraiment la personne assise à l'avant qui va décider de ça. Il coach, puis des fois, il dit on revient, OK, là, il y a quelque chose là. C'est ça. Des fois, ça doit se faire vite en tabarouette. Ah ouais, là. Ça vire sur un dizaine. C'est un dizaine, là. Lui, il arrive, puis là, il revire, puis... Ouais. Il y a des observations qui se font des fois là, vraiment dans l'immédiat. Oui, vraiment dans l'immédiat. Mais c'est sûr que normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire la parcelle au complet parce qu'on peut le repogner sur une autre ligne de vol. Là. Fait que il faut faire attention à si on revire tout de suite ou si on attend. Fait que ça, c'est vraiment le plan de match du navigateur que lui va s'occuper de décider si ça vaut la peine de revirer tout de suite parce que, mettons, on l'a pas vu sur l'autre ligne, puis là, on est à la fin, fait qu'on c'est pas mal la seule chance qu'on va le voir. Fait que, il va décider, mais oui, il va décider assez rapidement. Puis tu as les deux autres qui sont assis en arrière, et qu'eux, c'est les observateurs, dans le fond. Les autres sont considérés observateurs. Observateur gauche, observateur droit. Puis c'est eux qui vont dénombrer, dans le fond, qui vont noter, qui vont dire au navigateur, j'ai vu une piste de ce côté-là, j'ai vu une bête de ce côté-là, j'ai vu... Peu importe l'observation. Ça doit vraiment être plaisant à faire, honnêtement. Ah ouais, c'est vraiment super le fun. Les gens, écoute, se bousculent aux portes là, pour faire ces inventaires-là. C'est pas dur de trouver du monde. Tout le monde est intéressé par ce genre d'inventaire. En tout cas, si vous cherchez quelqu'un à un moment donné, tu sais, là... Comme bénévole. Des fois filmé, tu sais, des fois, on a des petites caméras, tu sais. Ouais, mais là, c'est sûr qu'il y a 4 personnes, l'hélicoptère est quand même plein. Là, mais, sans rien, là, mais puis, ça va le capoter. Là. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis le navigateur, lui, dans le fond, il va, en plus de dire où est-ce qu'il va aller, il va tout enregistrer ça sur une tablette. On a une tablette d'inventaire, en fait, électronique, avec un système là, qui a été développé par le ministère, qu'on est capable de dire, OK, ça, c'est l'observation du côté gauche, côté droit. Puis ça nous crée comme une carte, dans le fond, de points, de différents points, parce que, tu sais, sur une parcelle de 60 km², il n'y a pas juste une piste d'orignaux. Des fois, il y a une piste, il y a un ravage, il y a un vieux ravage. Piste d'autres animaux aussi. Piste d'autres animaux. Ça doit vous nuire un peu, des fois, veut pas, là. Oui, mais je te dirais surtout dans le nord où est-ce qu'il y a du caribou aussi. Là, fait que piste de caribou, piste d'orignal, ça peut se ressembler. Là, fait que quelqu'un de pas trop familier pourrait l'identifier la même affaire.
Fait que oui, ça peut être confondant. Dans le sud, il peut y avoir un mélange avec le cerf aussi. Là. Il y en a qui peuvent confondre le cerf avec l'orignal, mais après quelques jours, là, puis même après une journée, je te dirais, là, vous venez habitué. Tu viens habitué, puis tu viens développer des trucs aussi en fonction de l'habitat. Tu dis, OK, bon, ça c'est plus un habitat caribou, ça c'est plus un habitat à orignal. Fait que je te dirais que la touch arrive assez vite là, pour être capable de bien détecter. Fait que les deux observateurs sont de chaque bord, puis eux, ils vont alimenter le navigateur à l'avant qui, lui, va se créer une carte puis va se créer une stratégie là, pour aller retourner sur les sites après. Parce que ça se passe en 2 phases, en fait. Là. La première phase, c'est vraiment, là, on dégrossit, on fait un scan complet. Puis la deuxième phase, c'est qu'on va retourner sur nos sites qu'on a vus. Puis c'est là qu'on va vraiment aller faire le dénombrement des orignaux, qu'on va les faire sortir, qu'on va essayer de voir si c'est un mâle, une femelle ou un fan, puis qu'on va vraiment être capable de savoir le chiffre exact sur notre parcelle, combien qu'il y en a. C'est vraiment intéressant. Moi, je pensais que vous faisiez un vol, puis vous preniez tout en note, tous les orignaux que vous observiez, mais là, c'est vraiment en 2 temps. Là. Ouais. Vous faites une carte des pistes que vous avez observées, les zones chaudes, les endroits où il y a des bonnes probabilités d'observer des bêtes. Puis après ça, vous y retournez, puis là, vous travaillez vraiment dans le cœur du sujet, vous prenez en note toutes ces bêtes-là que vous observez réellement, dans le fond. Oui, exactement. Puis on va aller vraiment valider là, la fraîcheur des pistes aussi, là, parce que s'il n'y a pas neigé depuis une semaine, ben là, déjà là, on ne rentre plus dans nos conditions d'observation optimales. Il faut qu'il y ait neigé, mettons, 15 cm avant l'inventaire pour que les pistes soient fraîches. Pour que les pistes soient fraîches, que ça soit refait. Fait que, on a différentes conditions comme ça là, qu'on doit tenir en compte. Si ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas neigé, on doit cesser puis attendre qu'il neige, puis après ça, on reprend plus tard. Fait que, il y a différentes, comme je dis, il y a différentes conditions comme ça qui rentrent en ligne de compte. Fait que d'autres, on va vraiment aller valider la fraîcheur des pistes. Fait que, si on a des vieilles pistes qui ont été remblayées par la neige, ben là, ça vaut peut-être pas la peine d'aller chercher dans ce coin-là. D'aller jouer là, ouais, c'est ça. On va essayer de suivre la piste pour aller chercher du frais ailleurs, puis vraiment aller voir s'il y a des orignaux dans ce coin-là. À quelle hauteur que vous pouvez descendre, à quelle hauteur que vous pouvez monter, ça joue dans quelle zone, mettons, là? La méthode standard, en fait, là, de vol pour la première phase que je parlais, de vraiment détecter les pistes, pour vraiment avoir un cône de détection optimal de chaque bord, là, de chaque côté pour le 500 mètres de ligne qu'on fait, c'est à peu près 300 pieds, là, donc 110 mètres à peu près. Ça, c'est quand même assez bas, là, c'est pas très haut comme altitude. Ça fait qu'on voit très bien au sol, on a vraiment une très bonne visibilité, mais quand on tombe en repérage d'animaux, là, on peut descendre... Ben là, pas trop bas non plus pour pas énerver les orignaux, mais on peut descendre quand même assez bas pour aller valider justement si c'est un mâle ou une femelle. Parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Là, les orignaux n'ont pas tout le bois. Là. Il y en a qui l'ont perdu. Fait qu'est-ce que c'est un mâle, c'est une femelle? Ben là, il faut déterminer ça. La tache vulvaire avec la tache vulvaire, exactement. Tout un rôle à jouer. Là, c'est ça. Absolument, c'est le seul critère, en fait. Ben, la forme du visage un peu, mais le seul vraiment critère distinctif là, qu'on utilise, c'est vraiment la tache vulvaire, là, qui est vraiment très, très flagrante là, chez la femelle. Là. Puis ça doit être plus flagrant aussi avec la maturité de la femelle en tant que telle. Si les plus jeunes, c'est-tu peut-être moins visible ou... C'est visible assez tôt. Là. Assez visible? Assez tôt. Même chez les fans, des fois, on les voit. Là. Fait que, les fans, on les sexe pas, là, mais ça arrive des fois qu'on est capable de déterminer le sexe aussi. OK. Là, tu parlais de morphologie aussi, de la tête, tout ça. Tu sais, des fois, nous, on filme beaucoup, on fait beaucoup de captations animalières, puis on les filme à toute période de l'année. Puis, tu sais, un mâle quand même sans bois, quand il n'y a pas ces petits bourgeons, on pourrait dire, là, on est capable quand même de voir, comme tu dis, par la forme de la tête. La tête est souvent faite plus carrée, plus allongée aussi, malgré le fait que les femelles ont quand même des très longs museaux. C'est quoi, toi, qu'est-ce que tu considères comme, admettons, une tête d'une femelle? C'est quoi, toi, tes points de repère, admettons, quand tu es dans l'hélicoptère? Ben, écoute, on n'est pas si proche que ça pour détecter la tête. Ouais. C'est pour ça que je dis que ça peut être un indice, mais on va vraiment tout le temps aller valider avec la tache vulvaire. On n'a pas le choix parce que ça va trop, on va trop avoir d'incertitudes, puis on ne sera jamais capable de dire à 100% que c'est une femelle. Fait que, on y va vraiment avec ça. Mais les critères que tu as dit, c'est vraiment ça, la grosseur de la tête, le niveau pointu un peu du museau. Là, mais sinon, c'est vraiment avec la tache vulvaire qu'on y va. Là. Fait que tu as comme un feeling, puis là, OK, je pense qu'on a un mâle là. Ouais. Puis là, vous allez aller consolider en vous approchant, puis en allant valider à 100%. Là. Exactement. Puis des fois, ça va de soi dans le sens que la femelle est avec son veau qu'il suit à côté. Fait que oui, on va le valider, mais la validation se fait très, très rapidement là, parce qu'il y a le col direct à côté. Là. Combien il peut y avoir de bêtes parfois? Je pense que c'est une assez bonne question. C'est quoi les plus gros ravages, admettons, que vous pouvez observer là, quand vous faites des vols comme ça? Ça, c'est une excellente question, puis c'est tellement variable. Ça peut être un orignal, comme ça peut être 50 orignaux. Là. Dans notre région, c'est sûr qu'on n'a pas des densités qui sont astronomiques, comme par exemple
Si on prend un réseau phonique Matane, par exemple, dans le Bas-Saint-Laurent, qui a des densités de 18-20 orignaux, 10 km², on n'est pas là-dedans. Mais ici, dans la 28, admettons, c'est quoi le plus gros ravage que tu penses avoir observé, admettons? On a vu de 15-20 orignaux, certains. 15-20 orignaux, je dirais pas où. Là. Ah non, t'aurais pas genre un point GPS? Non, j'ai pas de point GPS. Je vois les yeux à Pierre-Luc qui brillent là-bas. Mais non, tu me diras pas où, c'est normal, mais du 15-20, ça commence à faire. Là. Ouais, ça c'est des gros, localisés là, sur des montagnes de feuillus là, que je me souviens très bien d'avoir vu moi personnellement. Moi, j'ai pas fait tout l'inventaire au complet. On est 3 équipes, j'en ai fait peut-être le tiers. Fait qu'il y en a d'autres probablement qui diraient peut-être qu'ils en ont vu plus aussi, là, mais moi personnellement, c'était dans ce secteur-là. Ouais. Fait que là, tu as parlé de montagne de feuillus, c'est quand même assez intéressant. On sait que l'Orignal s'alimente beaucoup de sapins baumiens en hiver aussi. Ils se tiennent quand même sur les grosses montagnes de feuillus assez régulièrement. Les ravages sont faits là assez régulièrement? C'est assez variable aussi à ce niveau-là. Okay. L'observation que j'avais faite, c'était là, mais ça peut être... des fois, ça peut être dans une jeune couple, là, par exemple, puis le feuillu n'est pas très repoussé, il commence à repousser un peu, puis là, tu vas trouver des orignaux là-dedans. C'est très, très variable, là, je te dirais. Là. Fait que ça peut être d'une montagne de feuillus, comme ça peut être d'un bûcher, dans la forêt dense aussi. Oui, c'est ça, un ancien feu. Okay. C'est très, très variable. Il n'y a pas vraiment... une règle d'or, là, c'est très variable. Il n'y a pas de caractéristiques éco-forestières que vous cherchez, admettons, que c'est là que ça va se passer, puis là, tu regardes les cartes à l'avance, et ça, c'est sûr qu'on va avoir un ravage là, pas nécessairement. Là. Pas nécessairement. On est capable de voir un peu la qualité de l'habitat général de notre parcelle en se disant, OK, bon, là-dedans, il y a un petit peu plus de feuillus, du jeune feuillu, mélangé avec du résineux. Bon, ça peut être un habitat qui est quand même propice. On a des modèles de qualité de l'habitat qui existent, là, qui ont été développés, fait qu'on peut utiliser ça, mais on a toujours des surprises. Okay. Des fois, on part, on dit « OK, cette parcelle-là, elle score vraiment fort », t'arrives, puis finalement, c'est pas si fort que ça. À l'inverse, c'est la même affaire, fait qu'on peut pas se fier à 100% là-dessus, parce que des fois, ça peut être très, très localisé. La parcelle en tant que telle ne sortait pas fort, mais il y a un secteur en particulier qui est très, très fort, qui sort très fort, puis c'est là qu'on va trouver les orignaux. Fait que, ça peut être juste un petit secteur là, qui est propice, qui fait que ça vient tout te scraper ton idée préconçue que tu avais sur ta parcelle en tant que telle. Ouais, c'est vraiment super, vraiment captivant tout ça. Ça me fait penser, tu sais, toi, en tant que chasseur, veux pas, tu dois tellement utiliser tes connaissances. Là. Ça arrive-tu que ça se confronte un peu, là, ton instinct de chasseur puis ton instinct de biologiste, est-ce que ça se confronte? Y a-tu comme une espèce de dualité là-dedans, des fois, dans ta manière de réfléchir en tant que chasseur? Oui, bien c'est sûr. La seule affaire, par exemple, c'est qu'on fait l'inventaire l'hiver. Fait que l'automne, c'est carrément un autre beat. Là. Les orignaux sont en mode reproduction, ils n'ont pas les mêmes habitudes pendant tout qu'en hiver. Fait que oui, dans un sens, mais en même temps, vu que c'est totalement deux périodes complètement différentes, je peux pas vraiment réutiliser ces informations-là. Puis ça se déplace énormément, les orignaux. Là. Fait que, surtout au printemps, l'été, l'automne. Fait que même s'il y a un secteur que je sais qui est propice, par exemple, pas loin d'où est-ce que moi, personnellement, je chasse, ben, ça veut pas dire nécessairement que je vais pouvoir en profiter tant que ça. Là. Selon la période de l'année, puis c'est difficile de faire totalement les liens entre les deux. Là. Exact, c'est ça. C'est-tu arrivé des situations d'urgence? Ça a-tu arrivé qu'il a fallu que vous rebroussiez chemin, mettons, d'une manière plus extrême? Ou c'est arrivé qu'il y a eu des moments où tu as fait je suis petit dans mes culottes, là, tu sais, ça a-tu déjà brassé un peu ou ben... Il y a des fois que ça brasse, des fois, comme on a parlé un peu tantôt, conditions météo qui sont très, très changeantes rapidement en montagne, en territoire montagneux, que l'hélico, elle bouge pas mal, puis elle spin, puis tu pognes des vents de côté, puis là, tu fais comme, OK, là, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis on va se tenir. Puis là, tu paniques un peu. Là, tu te demandes un peu qu'est-ce que tu fais là, puis qu'il dit, OK, la journée est terminée, on s'en retourne à la maison. Parce que le pilote, il s'exprime des fois. Oui, il va s'exprimer très clairement, puis c'est lui le boss de la machine. Là, fait que c'est lui qui va vraiment décider si ça en est trop pour lui. Fait que ça, c'est arrivé. Mais moi, personnellement, j'ai pas eu de situation d'urgence, mais j'ai des coéquipiers, par exemple, qui en ont vécu, qui sont arrivés sur un site de ravitaillement, qu'on s'était fait dire « OK, oui, tu vas pouvoir venir te ravitailler ici, j'ai des barils. » T'arrives là, le gaz, ça fait 10 ans qu'il est dans le cabanon, puis il est plus bon pendant tout. Il n'y a personne, il n'y a pas un pilote qui va vouloir s'attinquer avec ça. Là, ça va pas, là. Là, ça va pas. Fait que là, il faut que tu te retrouves à un autre site. Heureusement, il avait fait une validation. C'était la validation qu'il avait faite avant. C'était pas, il n'était pas en situation d'urgence, puis qu'il fallait absolument qu'il se ravitaille. Il était juste allé faire un petit check-up pour dire, OK, mettons qu'on a à se ravitailler là, est-ce qu'on va être correct? Finalement, c'était pas correct. Fait qu'ils sont repartis se faire un autre site. Puis, il est arrivé aussi un cas où est-ce que tu te poses au sol, l'hélico décolle plus. Tu es en plein milieu du bois, au nord du 51e parallèle. Il n'y a pas un chemin qui se rend là, l'hélico décolle plus.
Fait que là, Téléphone satellite. Téléphone satellite, on a un plan de mesure d'urgence, on a des appareils de communication qu'on utilise aussi, là, qui sont bidirectionnels. Fait qu'on est en mesure de pouvoir s'aider rapidement. Puis chaque hélico peut s'entraider aussi. Okay. Fait que là, nous autres, on était en communication avec cette équipe-là qui nous avait signalé qu'il était carrément poigné sur un lac. Vous avez reçu ce message-là? Moi, j'ai reçu ce message-là. OK. C'était sur un lac en plus? C'était sur un lac, c'était sur un lac. Ça peut être venteux, la météo peut être changeante. On n'appellera pas ça le Grand Nord, là, mais mettons le Grand Nord dans notre région. C'était loin. C'était assez loin. OK. Puis là, eux, ils étaient pognés là carrément. Et là, il était en discussion avec le pilote, en discussion avec le mécano, puis il essayait de trouver le problème aussi. C'était un problème de démarreur. Finalement, moi, j'étais en communication avec eux. Là, je leur demande, OK, là, vous allez être correct? Non, OK, on va aller, on va vous trouver. On part avec l'hélico, on va aller vous trouver, puis on va aller faire du taxi dans le fond pour vous sortir de là. Puis il y a un autre hélico de réparation qui va arriver. Finalement, l'hélico est parti, fait qu'on n'a pas eu besoin d'aller le chercher. L'hélico est reparti, ils n'ont pas eu de problème avec ça. Puis nous autres, on était prêts à intervenir, on était prêts à aller chercher, mais finalement, on n'a pas eu besoin d'y aller. Mais eux autres, ils commençaient à avoir hâte que l'hélico redécolle. Ils commençaient à préparer sleeping aussi, là. Ouais. Nous autres, ça nous est arrivé aussi l'année passée, là, dans l'inventaire de la zone 28. Même affaire, en fait. On arrive, on se ravitaille, on remplit l'hélico d'essence, part pour partir l'hélico. Le démarreur ne fonctionne plus pantoute, on est au sol. Heureusement, on était sur un terrain privé de quelqu'un qui a pu nous aider. On était en ville carrément. Ouais. Là, on avait fait un site de ravitaillement en ville. La zone 28, on a l'avantage d'être un peu plus sécuritaire. Ouais, c'est ça. Il y a des chalets un peu partout. Là, fait que on est moins en danger. Là, mais quand ça arrive dans le nord, ça, c'est une autre affaire, par exemple. C'est pour ça que c'est important d'avoir des bons plans de mesure d'urgence aussi, là, puis des bons appareils de communication. Vous avez des protocoles qui sont quand même assez... en fait, qui sont très solides. Là. Vous pas le ministère, ils savent où ils s'en vont. Puis, c'est pas freestyle n'importe comment. Puis, non. Je pense que ça doit être la base de tout périple comme ça. Ouais. Tu parlais du Grand Nord, en tout cas le Grand Nord d'ici, comme tu disais. Vous êtes allé aussi dans la zone 29. On l'a abordé un petit peu ensemble. La zone 29, inévitablement, tu tombes dans d'autres caractéristiques morphologiques aussi forestières. Moi, je vais patauger là un petit peu aussi quand on va à la pêche. On fait des trips de pêche par là-bas. Puis moi, ça a été flagrant comment que j'ai trouvé ça fascinant au point de vue. Tu as sorti un terme là, par rapport à ça, là, quand on s'est parlé, là, par rapport aux caractéristiques éco-forestières. Tu avais dit de quoi de pas pire? Je me rappelle pas exactement le terme que tu avais utilisé. Quand je t'avais dit tu passes vraiment d'un type de forêt à un autre, mais là-bas, tu as du caribou, tu l'as abordé tantôt. Ouais. Vous êtes allé loin. Oui, on peut avoir des problèmes mécaniques et tout ça, mais plus tu vas loin, puis plus le danger est là, ou plus il peut arriver des... peut-être pas le danger, parce que comme tu dis, il y a tout le temps des protocoles d'urgence, mais il doit quand même avoir des contraintes, il doit quand même avoir des éléments plus stressant à aller loin comme ça, comme par exemple dans l'inventaire que vous avez fait dans 29. Oui, un des gros éléments qui était un enjeu, c'était de se faire des sites de ravitaillement parce qu'il n'y a pas de chemin qui se rend jusque-là. Fait que là, tu as des parcelles à faire dans ce coin-là. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas revenir à ton site d'hébergement tout le temps? Là, ça n'a pas de bon sens parce que c'est des coûts énormes de transit. Fait que ce qu'on fait, c'est carrément de l'élingage. C'est que l'hélico va prendre des barils dans un filet d'élingue, puis il va les amener, va les déposer, va revenir chercher les gens. Après ça, on va faire notre parcelle d'inventaire. Puis on va pouvoir se ravitailler avec les barils qui viennent d'être laissés là. Fait que ça, c'est une des techniques sécuritaires, je dirais, pour être au moins en mesure de tout le temps avoir du carburant proche. Parce que sinon, t'es au milieu de nulle part dans les éléments. Puis oui, effectivement, c'est un autre domaine bioclimatique. Là, je pense que c'était ça. Domaine bioclimatique, oui, c'est ça. T'es dans la paissière à mousse, là, même presque paissière à lichen. Là. C'est pas juste de la mousse, ça peut être du lichen aussi. Fait que c'est un autre type d'habitat complètement. Puis tu es au nord de la limite des forêts, donc il n'y a pas de coupes forestières qui sont là. Oui, il y a des feux qui ont ouvert le territoire un peu, mais il n'y a pas de chemin qui se rend là. Fait que c'est important d'avoir un bon plan de mesure d'urgence. Puis un de nos plans de mesure d'urgence, c'est si tu es sans contact pendant un certain nombre de temps, là, c'est déclenchement direct des mesures d'urgence. Puis là, c'est la totale. Là. C'est la Sûreté du Québec, le 911, etc. Puis nous on autres, veut pas ça. Là. On veut pas ça. Puis nous autres, on est en contact, c'est ça, avec un service. On a un service aussi là, de 24 heures sur 24 là, pour justement là, s'assurer qu'on est en sécurité là, dans ces secteurs-là. Vous êtes backé pas mal. Oui, très backé. Là, je t'ai posé la question l'autre jour. Tu as osé me répondre parce que là, je pense que ça va intéresser tout le monde.
Les gros mâles. Les gros mâles. Hein. Dans la zone 29, on en entend parler. Il y a un de nos chums qui en a tué un monstre cette année. Puis on en entend parler de toutes sortes. Dans la zone 29, t'en as-tu vu des masters? Vraiment des masters. Mais en fait, je connais la réponse parce que tu me l'as dit. Veux-tu nous parler des masters? Puis on va pouvoir les montrer à l'écran en même temps. Là, tu nous as envoyé... on est bien heureux de ça en passant, merci beaucoup. Tu nous as envoyé quelques images. Ouais. Vous avez envoyé des gros mâles. On a vu des gros mâles. On a vu souvent même, je te dirais. Là. On a rafraîchi notre banque de photos pas mal. Là. C'est arrivé souvent, en fait. C'est un secteur qui n'est pas très exploité. Il n'y a pas tant de chasseurs qui vont là. Il y a à peine 3000 chasseurs par année qui vont dans ce secteur-là. Puis la zone 29 est très vaste. C'est 40 000 km². C'est sûr que le nord de la zone, on s'entend, il n'y a pas beaucoup d'orignaux là-dedans. Là. C'est vraiment du résineux puis pratiquement pas de feuillus. Là. Fait que l'orignal n'a pas vraiment d'affaires là. Mais dans le sud de la zone, il y a des secteurs qui sont très, très propices, là, où est-ce qu'il y a eu des coupes récemment. Ce qui fait que l'orignal s'implante de plus en plus dans ce secteur-là, dans la zone 29. Puis très peu chassé, fait que très peu d'exploitation. Fait que les mâles ont le temps de grandir, ont le temps de vieillir en masse. Là, fait que des grosses palettes, on en a vu pas mal. Là. Des affaires de même, là? Aussi gros que ça, peut-être pas, mais ça se rapprochait de ça. Là. Du haut des airs, c'était très impressionnant. Puis non, c'était vraiment des beaux panaches. Dont un avec juste un côté en plus. Ouais. Là, il devait avoir un déballant certain. On peut le voir sur l'image. Ouais. Donc vraiment, ça avait l'air d'un mâle assez quand même, peut-être similaire à ça. D'après moi, ça pognait 60 pouces. Ouais, on a vu des 60 pouces, ça c'est sûr. Il y en a en masse. Fait que ça, s'il y en a qui sont craqués d'aller chasser dans cette zone-là, je pense qu'ils pourraient avoir des beaux succès de ce genre-là. Il y en a qui chassent par là-bas, mais c'est ça, c'est tout que des périples. Il faut que tu ailles soit un chalet pas loin ou que tu ailles le moyen d'aller te stationner à quelque part en hélicoptère, puis après ça, de faire ta chasse légalement aussi, parce que tu n'as pas le droit d'y repérer, puis on s'entend là-dessus. Là. C'est ça. Mais wow, c'est vraiment, ça doit être incroyable de faire ça. Puis là, des fois, vous arrivez sur le caribou aussi, puis vous devez en voir quand même quelques-uns, malgré le fait que c'est du caribou forestier majoritairement dans ce secteur-là. Oui, caribou forestier, c'est arrivé à l'occasion aussi qu'on voyait des pistes là, sur des lacs ou dans des secteurs vraiment plus résineux, là, des secteurs plus isolés, là, où est-ce qu'il y a des bons massifs forestiers. Là, c'est arrivé à l'occasion qu'on a vu du caribou forestier. Fait que ça, c'est des belles rencontres aussi. Là, c'est des beaux animaux en groupe qui peuvent aller jusqu'à une cinquantaine d'individus. Là. Fait quand même. C'est des belles rencontres qu'on peut faire aussi. Wow. Puis, on a vu des loups aussi. Là. Il y a des secteurs qui avaient des loups. On est même arrivé de m'amener une petite anecdote. Là. On suivait une piste d'orignal finalement pour essayer de trouver si c'était un mâle ou une femelle, puis s'il y en avait juste un ou deux. Fait que là, on suit la piste. Puis là, de m'amener, on se dit, bon, ben, écoute, on le trouve pas. Puis là, de m'amener, il y en a un des observateurs qui dit, gars, la piste arrête là. On arrive au bout de la piste. Il y avait un orignal qui s'était fait caper par un loup. Ben, probablement plusieurs loups. Fait que notre orignal, qu'on suivait la piste, ça faisait pas longtemps que c'était arrivé parce que les pistes étaient très, très fraîches, mais lui, il s'était fait prédater, dans le fond, par une meute de loups. Fait que ça, c'est arrivé à l'occasion qu'on envoie là, justement des signes de prédation comme ça. Mais il y a même une des photos que tu m'as envoyées, que tu vois dans le fond, tu vois les restants de la carcasse. Puis on voit les loups, là. On les voit même sur le lac. Là. Ça devait être extraordinaire. C'est une scène que, tu sais, il n'y a personne à part vous autres, ou presque, là, qui peut observer ça, parce que, tu sais, généralement, le monde ne vont pas se promener à cette hauteur-là dans des places de prédilection pour observer ce genre de comportement-là. C'est quelque chose. Non, ça, c'est des belles rencontres aussi. C'est sûr que c'est dommage pour l'orignal, là, mais ça fait partie de la nature. Veut pas, là, le loup, c'est son prédateur. Là. Fait que c'est sûr que ça arrive, on se le cachera pas. Là. Mais oui, c'est des très belles prises qu'on voit. Là, puis quand on arrive, ça vient d'arriver, là, c'est sûr que ça, c'est très, très impressionnant. Wow. Quand on s'est parlé au téléphone, j'ai abordé un petit peu l'aspect loup avec toi. Puis tu me dis qu'il n'y avait pas beaucoup d'échantillonnage, puis il n'y avait pas tant d'études, en fait, qui sont faites... en tout cas, par ici, il y en a sans doute qui ont été faites ailleurs, là, c'est certain, au Québec. Mais tu me parlais qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait, présentement, qui était fait sur le loup, là, au Lac-Saint-Jean et compagnie. Là. Non, il n'y a pas grand-chose qui est fait là-dessus. C'est sûr que nous, on met ça beaucoup en relation avec les densités. On a quand même des modèles qu'on peut se baser là, pour dire, OK, à partir de 4-5 orignaux, 10 km², là, le loup peut commencer à avoir un gros impact parce qu'il tombe en supériorité numérique. Pas en supériorité numérique, mais il augmente sa densité là, beaucoup parce que justement, il y a plus de poids disponible, fait qu'il est plus en mesure de faire des portées plus nombreuses qui vont perpétuer finalement. Ouais. Fait que là, on tombe pas mal dans ces niveaux de densité d'orignaux-là. Fait qu'on s'attend justement que les densités de loup aient augmenté aussi, particulièrement dans la zone 28.
Fait qu'on a des indices comme ça, mais des chiffres précis, non, on n'en a pas. On en a pas. C'est des études qui sont quand même assez coûteuses, élaborées. Il faut munir des loups de collier. C'est pas facile munir des loups de collier. C'est quand même un animal qui est très, très vorace. Là. Il se laisse pas prendre pantoute. Là. Fait que, je crée bien. D'un, c'est dur de le capturer. Puis un coup qu'il est capturé, c'est dur de le munir d'un collier aussi. Là. Fait que c'est quand même assez difficile de mener des études là-dessus. Fait que c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas d'études, là, finalement, qui sont menées à grande échelle là-dessus. Là, à cause de la dangerosité de la chose, puis la complexité. La complexité, niveau de difficulté qui est beaucoup trop élevé. Là. C'est sûr que lui, il se laissera pas faire. Puis, je veux dire, vous pourriez les endormir, mais en même temps, être capable de l'atteindre. C'est parce qu'il faut comme tu le tires de l'hélicoptère en soi, à moins que je me trompe. Là. Ben, ça peut être du piège à pattes. Là. Ça peut être un piège à pattes comme n'importe quel piégeur, dans le fond, là, qui pourrait le capturer. Puis un coup qui est capturé, au lieu de l'abattre, ben, tu l'endors. Puis là, après ça, tu le munis d'un collier. Mais les piégeurs pourraient vous dire aussi que c'est pas facile de pogner un loup. C'est un animal qui a l'odorat très, très fin. La moindre odeur, la moindre feuille déplacée, pas comme faux sur le piège, il va passer tout douette. Fait que c'est vraiment très futé. Hein? Très, très futé, très, très difficile à capturer. Mais juste dans les... parfois, je mets des caméras autour de la ville ici pour voir un petit peu c'est quoi quel animal qu'on peut voir. On a fait plein d'observations super cool, des lynx, des ratons laveurs, des coyotes, toutes sortes d'affaires. On voit plein d'affaires ici. Puis souvent, admettons, pour faire un lien avec les loups, les renards, c'est niaiseux, mais ils vont faire le tour de... Je mets des appâts, je mets toutes sortes d'affaires de la bouffe. Puis souvent, le renard, là, il viendra même pas proche, tu sais. Tellement qu'il est craintif, tellement qu'il va analyser. Là, tu parlais de loups, mais les renards sont de même aussi. C'est des animaux qui sont tellement rusés, tellement futés. Vraiment intéressant. On n'abordera pas le sujet des loups plus profondément que ça parce que je pense qu'on connaît les raisons. Il n'y a pas vraiment d'études qui sont faites par rapport à ça, puis en tout cas par ici. Ça fait pas vraiment partie de ton champ d'expertise non plus. Ouais, c'est ça. Il y avait une question intéressante que j'avais encore en lien avec les inventaires aériens. Tu voulais-tu qu'on prenne une petite pause ou... Ça va. Ça va? Ouais. On est correct. Ça. C'est bon. Parce que là, moi, je te bombarde depuis tantôt. Vas-y, c'est correct. C'est bon. Fait que, tu sais, tantôt, tu disais que parfois, vous descendiez vers les animaux, vous descendiez vers les orgnaux, puis tu as mentionné, on veut pas trop stresser, dans le fond, les bêtes. Tu sais, ça doit quand même générer des réactions chez les animaux quand vous tentez d'aller identifier le sexe puis de comptabiliser en tant que tel. Comment ça se passe là, en soi? Là? Ben, nous, on veut minimiser ça au plus bas possible, le dérangement. Fait que c'est sûr que il y a un coût entre le dérangement puis la donnée qu'on va aller chercher, comme dans n'importe quel inventaire qu'on va faire. Ça peut être avec les inventaires avec les poissons, qu'on va capturer des poissons, on va les déranger aussi. Là, dans ce cas-là, c'est les orignaux qu'on va déranger, mais le dérangement dure vraiment pas longtemps. Là, on parle de quelques secondes juste pour aller valider la tâche vulvaire. Il y a des orignaux, des fois, qui restent complètement immobiles. Ça veut pas dire qu'ils sont pas stressés, mais qui restent complètement immobiles. Donc, est-ce qu'ils vous regardent? Pas vraiment. L'orignal, pour une vue dans les airs, c'est pas très bon. Là. Fait que, de toute façon, ça a une visibilité qui est quand même assez restreinte. Ouais, c'est ça. Ça a comme un cône assez précis là, dans courte distance. Là. Fait que dans les airs, non. Il doit se demander c'est quoi la grosse libellule qui tourne autour de la tête, par exemple. Là. Mais sinon... Plus grosse que d'habitude, celle-là. Hein? Ouais, elle fait plus de bruit aussi. Fait que, mais tu sais, bien souvent, là, oui, ils vont partir à la course. Puis on essaie de minimiser ça au maximum parce que c'est une grosse dépense d'énergie aussi courir dans la neige. Là. Fait que, on essaie de minimiser ça. Mais c'est sûr qu'il y a un mini-stress, mais pour aller chercher la donnée, je pense que ça vaut quand même la peine. Ouais. Fait que dans le fond, c'est un petit mal pour un grand bien. Exact. Au niveau de l'information que ça va donner. Puis tu sais, en tant que tel, l'orignal, il va se déplacer. Oui, il va bouger rapidement. Puis oui, il va se fatiguer. Mais tu sais, vous courez pas après, mettons, une bête, un individu pendant 20 minutes non plus. Là. Fait qu'après que votre identification est faite, ben, vous quittez vers un autre endroit. Puis lui, après ça, il va se tranquilliser. Puis, ouais, exact. Puis nous autres, c'est bien important. Là, ça, c'est le mot d'ordre qui circule à travers toutes les équipes. Là. C'est vraiment, là, dès que c'est fait, tu t'en vas. Puis quelqu'un peut prendre une photo en même temps que l'autre fait l'identification. Comme ça, tu ne vas pas prendre une photo après pour continuer de le déranger. Fait que on veut vraiment limiter ça au minimum. Puis tu sais, c'est minime comparé, mettons, à une prédation par un loup qui va avoir une poursuite. Là. La poursuite va avoir lieu pendant des heures et des heures. Là, nous autres, ça dure quelques secondes. Fait que c'est sûr qu'il y a un stress, mais quand même minime. Là. C'est pas si mal. On y va dans l'aspect plus technique, mais ça risque d'être... C'est vraiment important qu'on en parle. Vous faites un échantillon, vous avez plusieurs parcelles, mais vous ne parcourez pas tout le territoire. Comment vous faites pour vous assurer, admettons, que vos données sont symboliques d'une zone en entier, admettons, comme la zone 28? Là?
Ça, c'est une excellente question. Puis je te ferais peut-être un parallèle avec quelque chose que les gens ont plus tendance à être au courant, c'est des sondages. Dans le fond, quand tu te fais appeler pour un sondage, ils vont dire, mettons, OK, on a interrogé 1000 personnes, puis on a eu, exemple, tu veux interroger, je sais pas moi, le nombre d'heures que les gens font de la préparation de la chasse. Là, tu vas appeler 1000 personnes, puis tu vas dire, OK, la moyenne, c'est 10 heures, plus ou moins 1 heure. Puis là, ils vont dire 19 fois sur 20 avec un 5% d'erreur, mettons. Moi, je te confirme que dans cette moyenne-là, moi et Pierre-Luc, là, on fait... Ouais. on est comme les écarts de la moyenne. En dehors de la marge d'erreur. Nous autres, on est en dehors de la marge d'erreur. Exactement. Fait que, tu sais, dans le fond, nous autres, c'est un peu le même principe, en fait. C'est que nous, on fait un échantillonnage aussi du territoire. Évidemment, on peut pas parcourir tout le territoire. Comme dans un sondage, tu peux pas appeler tous les gens de la Terre, là. Fait que nous autres, on va vraiment aller cibler un échantillonnage. Puis de cet échantillonnage-là, il va être pris aléatoirement sur le territoire. Donc, on ne veut pas être biaisé par des facteurs, mettons, géographiques, par exemple, qui feraient que dans un secteur, OK, il y a une grosse abondance, fait qu'on va aller échantillonner plus dans ce coin-là, ou l'inverse. Fait qu'on va vraiment aléatoire. Puis on stratifie aussi notre échantillonnage. C'est-à-dire que, par exemple, la question que je te posais tantôt sur le sondage, ce serait que le chasseur, il prend combien de temps pour préparer sa chasse? Ben, tu vas pas aller sonder nécessairement les enfants de 0 à 15 ans. Tu vas plus y aller en stratifiant peut-être avec les 20 ans, 65 ans, 65 ans et plus. Comme ça, mettons, les gens qui travaillent ont peut-être moins de temps d'aller se préparer, les retraités ont peut-être plus de temps. Fait que tu vas aller stratifier ton échantillonnage. Toucher un peu à tout, dans le fond. Là. Ouais. Toucher à tout type de zone aussi. Fait un inventaire qui est pertinent, mais aussi qui va être quand même assez exhaustif. C'est ça. Okay. Fait que tu vas aller essayer de chercher, dans le fond, tantôt je parlais de marge d'erreur de 5%. Tu vas essayer d'aller chercher ta marge d'erreur le plus bas possible, dans le fond, pour que ton chiffre que tu obtiens à la fin soit le plus proche de la vérité possible. Puis nous, on utilise à peu près la même technique. Là. Quand on dit 19 fois sur 20, ça veut dire que 19 fois sur 20, tu vas refaire cet échantillonnage-là, puis tu vas arriver dans une moyenne qui va être similaire à ça, plus ou moins 5%. Okay. Nous, dans notre cas, c'est de la biologie, c'est des espèces animales. Il y a une grande variabilité sur le territoire, ne serait-ce que pour l'habitat, pour les variations interannuelles, interindividuelles aussi. Bref, en biologie, il y a quand même beaucoup de variabilité. Fait que nous, notre marge d'erreur qu'on veut viser, c'est à peu près 20%. Okay. Quand on fait un inventaire et on arrive avec 20%, on arrive avec une moyenne plus ou moins 20%, on est satisfait de notre inventaire parce que ça rentre dans le critère, je dirais, là, en biologie. Ben, c'est pas un critère, mais la règle du pouce, là, je dirais, pour dire que notre inventaire est fiable. Fait qu'admettons, pour 100 individus, ça peut être 80, ça peut être 120. Ça peut être 80, ça peut être 120. Pour 1000 individus, ça peut être 800, ça peut être 1200. C'est ça. Fait que tu es quand même dans un range de pertinence. Ouais. Puis si tu as plus ou moins 200 là, il y a du sens. Puis on sait que là, on est capable de sortir des résultats qui sont presque assurément, admettons, dans le target de ce qu'on a observé. C'est ça, exactement. Okay. Puis nous, quand on fait l'inventaire, ben, c'est le même principe. Comme par exemple la zone 28, quand on a fait l'inventaire, on avait prévu 80 parcelles. Finalement, on en a fait 64 parce que rendu à 64, on était déjà en bas de 20%. On était rendu à 18%. Wow. Fait que même si on continuait à rajouter des parcelles, 65, 66, 67, 68, on aurait baissé peut-être de 1%, mais ça aurait coûté peut-être 50 000, 100 000 de plus pour aller chercher ce pourcentage-là. Fait qu'une année, il y a comme un niveau ratio coût-bénéfice qu'il faut que tu fasses aussi là, au fur et à mesure que ton inventaire avance. Puis ça, ben, on l'a fait dans zone 28. Dans zone 29, on l'a fait aussi. On avait 70 parcelles de prévues. On en a fait 70 finalement parce qu'on n'a pas été capable d'aller chercher... Dans la 29, ça? Dans la 29, oui. Quand on a fait la 29, on est à 20% en fait. On est tombé à 20%. On n'était pas capable de baisser plus bas que ça. Fait que même en rajoutant des parcelles, on serait resté probablement à ce niveau-là. Là les coûts sont encore plus élevés quand tu vas étudier la zone 29 par... la distance que vous devez parcourir et compagnie, probablement. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que chaque parcelle que tu ajoutes, là, c'est des frais de plus. Fait que ching à chaque fois. C'est ça, puis c'est des fonds publics. Fait qu'on veut minimiser ça au minimum. Fait que on fait vraiment une analyse ratio coût-bénéfice au fur et à mesure que l'inventaire avance. Puis c'est le même principe. À la fin, on arrive avec un chiffre, mettons, dans zone 28, 4 orignaux par 10 km², plus ou moins 18%. Puis à 19 fois sur 20, on va refaire l'inventaire 19 fois. On va refaire 20 fois l'inventaire, on va arriver 19 fois dans notre marge d'erreur qu'on a déterminée. Bien, ça, c'est selon les modèles statistiques, là. Mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Fait que plus tu fais de parcelles, ben plus tu te rapproches. C'est comme si plus tu posais de questions, dans le fond, à des gens pour un sondage. Là. Plus ton échantillonnage est grand, plus tu es sûr d'avoir des résultats pertinents. Oui, exactement. Plus tu vas venir diminuer ta variabilité autour de ton chiffre que tu as obtenu. Fait que
mais tout en gardant le ratio coût-bénéfice. Là. Une année, il faut que tu arrêtes, il faut que tu tires la plaque, tu dis OK, c'est beau. Là, c'est assez. Je ne serais pas capable d'avoir plus de précision que ça. La cohérence est là, on est capable d'informer le public, on est capable de prendre des actions dans le futur en lien avec ce qu'on a observé. C'est ça. Fait que là, on est satisfait. C'est ça, en plein ça. Puis avec l'inventaire, on peut aller chercher différents indicateurs. Là, on parle de densité depuis tantôt, là, 4 orignaux, 10 km². C'est-tu vraiment ça le résultat final global de la 28? Pour la 28, oui. La 28, c'est 4 au 10? 4 au 10, 4.1 là, à peu près, mais on parle de 4 orignaux au 10. Ce qui est un résultat vraiment, vraiment, vraiment bon. Oui, effectivement, ça a quadruplé depuis 20 ans. Là. On l'avait vu un peu venir avec les indicateurs de statistiques de chasse. Là. On savait qu'avec le succès de chasse qu'on avait, qui était comme un peu maintenu, puis la récolte de mâles adultes qui augmentait. Ben, les courbes prévoyaient ça. On prévoyait. En tout cas, moi, personnellement, je m'attendais que ça soit autour de 4. Peut-être un 3.5, 4.5. Là, je savais que ça allait être pas mal autour de ça. Ben, je savais. Je dirais pas que je savais, mais ça m'a pas surpris, en fait. Quand j'ai eu les résultats, j'ai dit, OK, c'est beau, ça fit pas mal avec nos indicateurs, nos autres indicateurs qu'on a. Parce qu'un inventaire, c'est un inventaire, c'est un chiffre, c'est une photo. On peut pas juste se fier là-dessus. Là. C'est pas ça qui va nous... Ça règle pas tous les problèmes non plus. Ça règle pas toutes les questions qu'on a non plus. Il y a d'autres indicateurs qu'on utilise qui nous permettent aussi de suivre l'état des populations, qui sont les indicateurs de statistiques de chasse. Là. Malgré l'augmentation... En plus, tout ce que tu nous dis là, c'est malgré l'augmentation de la quantité de chasseurs. C'est un 4, c'est un vrai 4 malgré qu'il y a beaucoup plus de chasseurs qu'avant. Enfin, que ça, c'est très positif d'entendre ça. Oui, puis on a connu l'année record en 2019. Là. C'est là qu'on a eu le meilleur succès de chasse dans la zone 28, avec le plus de récoltes aussi. On parle de combien de bêtes abattues? Est-ce que tu te rappelles? C'était 4800. Oui, c'est ça, pas loin de 5000. Pas loin de 5000. De la bête, fait que, si on prend toute la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 5000 orignaux avec la zone 29. Fait que oui, ça fait pas mal d'orignaux. Puis là, ça, c'est pas mal le sommet qu'on a atteint. Là, ça va être dur de battre ça. Là. C'est pas mal le top qu'on a. Là, on est un peu plus en descendant, mais c'est une certaine stabilité aussi. Là. Puis il y a d'autres facteurs. Peut-être que cette année-là aussi, la météo a été plus clémente, il y a un paquet de variables aussi que vous devez considérer. Tantôt, tu disais qu'il y avait beaucoup de variables. Puis, tu as effleuré un petit peu l'inventaire de la zone 29, mais on en a quand même parlé un petit peu tantôt. Tu peux probablement pas nous parler des résultats. On peut-tu juste dire, admettons, les résultats sont-tu quand même assez bons? On peut-tu effleurer ça? Ou, écoute, je peux dire que ça a augmenté comparé. Le dernier inventaire qu'on a fait, c'est en 1989. Ça fait quand même un méchant bout. Fait que. C'était 34 ans? 34, 35 ans, ouais, c'est ça. 35 ans. Fait que. Puis c'était pas nécessairement la même technique d'inventaire. En tout cas, on avait un chiffre qui était 0.4 orignaux au 10 km². Ça, c'était le chiffre qu'on avait. Puis à cette époque-là, c'était même pas la zone 29, que ça s'appelait la zone 19. Là. C'était avant qu'ils redéfinissent les zones en 2004, je pense. J'avais 4 ans, je me souviens pas m'en souviens pas du numéro de la zone dans cette zone-là. Non, c'est ça, c'est assez vieux. Puis avant ça, c'était des lettres. Puis écoute, il y a eu une évolution là-dedans. Mais c'est ça, c'était 0.4, ce qui était très très faible. Puis il n'y avait pas d'exploitation forestière, c'était vraiment paissière, de l'épinette, très peu d'habitat. Pas favorable pour la survie de l'orignal. Fait que là, ça aide. Ouais. Fait que là, on se doutait que ça allait augmenter, puis ça allait effectivement augmenter. Mais là, le chiffre en tant que tel, je peux pas te le dire, là, tant que c'est pas calculé à 100%. Mais ça l'a augmenté. Mais ça l'a augmenté, C'est quand même, on a quand même pas un highlight, mais on a quand même un petit preview. Là. Merci, c'est très apprécié. Ça a augmenté. Exclusivité territoire libre. Je te dirais que côté productivité, parce que on regarde la densité, là, comme je dis, ça c'est un des éléments qu'on regarde, mais on regarde aussi la productivité. Donc l'inventaire aérien nous donne l'occasion, dans le fond, de voir les fans puis, versus les adultes. Fait qu'on est capable de se calculer un indice de productivité. Dans le fond, les fans qui sont nés au printemps, ben là, combien il en reste à l'hiver d'après. Là. Fait qu'on est capable de le voir avec ça. Puis on a quand même une bonne productivité, pas mal supérieure que la zone 28. Là. En tout cas, préliminairement, là, on semble avoir une bonne productivité. Fait que, est-ce que c'est des facteurs qui sont moins présents, comme la prédation, vu qu'on a des densités d'orignaux qui sont plus faibles, ben, il y a peut-être moins de prédation dans le coin de la zone 29. Moins de loups et moins d'ours, parce qu'on parle souvent des loups, mais les ours en sont quand même pour beaucoup dans la consommation des jeunes veaux, les jeunes fans, quand ils sont très très jeunes. Je pense que l'ours est un très grand prédateur également. Oui, effectivement, il y a son mot à dire aussi. Fait que c'est les deux qui sont moins abondants probablement dans ces zones-là. Fait que c'est sûr que c'est pas étranger à la productivité qui est plus élevée aussi. OK.
Là, on parle de résultats qui sont positifs. On parle de résultats qui semblent positifs pour la zone 29. Je pense que tes propos sont évocateurs. On parle de résultats qui sont très positifs pour la zone 28. Une fois que vous observez des résultats de la sorte, puis qu'on voit qu'il y a une amélioration, c'est quoi après ça les actions qui vont être prises, admettons, dans un futur rapproché? Les résultats auraient pu être l'inverse. Les résultats auraient pu être moindres. On aurait pu tomber à, je sais pas, 2 oignons aux 10 km. Là, les résultats sont bons. Qu'est-ce qui va arriver qu'est-ce qui risque d'arriver dans les années à venir, admettons, en lien avec cet échantillon-là qui a été fait là? Ben, il peut arriver plein d'affaires. En fait, là, ça peut jouer sur des modalités quand ça va mal, comme dans d'autres zones de chasse. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas réduire ta période de chasse. Tu vas peut-être enlever l'alternance pour mettre du tirage au sort pour être capable de plus contrôler ton nombre de femelles qui sort année après année, puis être capable d'essayer de rattraper un peu ta population, faire booster un peu plus ta productivité. Tu peux décaler ta période aussi si tu as des problèmes de productivité puis que tu te dis OK, c'est peut-être parce que les orignaux sont accouplés trop tard puis il y a peut-être une problématique là-dedans, ils sont abattus avant qu'ils s'accouplent. Fait que là, tu vas décaler dans le fond ta période de chasse. Fait que ça a été fait dans différentes zones. Ça a été fait dans différentes zones, oui, actuellement. L'année passée ou cette année, là, ça s'en vient. Fait que ça, c'est toutes des choses qui peuvent être mises sur pied. Dans le fond, jouer avec les modalités carrément, raccourcir la période, permettre 3 coupons au lieu de 2 pour diminuer la pression de chasse un petit peu sur le cheptel. Fait que tu sais, il y a plein de modalités comme ça qui peuvent être mises en place, mais c'est sûr que ça, c'est des consultations qui sont faites avec les partenaires fauniques. Ça passe dans des assemblées des tables régionales faunes qu'on appelle. Puis c'est discuté dans ces rencontres-là pour voir est-ce que ça fait du sens finalement. C'est pas juste moi qui prends la décision, là. C'est pas juste le ministère non plus. Là. C'est des consultations qui sont tenues avec des différents partenaires. T'sais, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est des travaux de longue haleine. Puis c'est pas fait de manière aléatoire et au hasard, t'sais. Puis souvent, on voit sur les médias sociaux, parce que je pense qu'il faut qu'on en parle, il y a quand même une critique qui est faite très souvent. On entend souvent des propos un peu négatifs sur les biologistes, sur les mesures qui sont prises. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, puis peut-être que oui, les chasseurs peuvent avoir des insatisfactions, mais je pense que votre but, a priori, l'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions pour la pérennité des espèces, puis pour que l'orignal puisse survivre, puis que les chasseurs puissent faire leur sport préféré tout le long de leur vie, dans le fond. Là. C'est exactement ça, notre mission, en fait. C'est de s'assurer, dans le fond, que la ressource est là, pas juste pour les générations présentes, mais pour les générations futures aussi. Fait que, on travaille vraiment dans l'intérêt des chasseurs, si on veut. Là. On travaille dans l'intérêt que l'orignal soit présent et que le monde puisse en profiter aussi. Fait que c'est sûr qu'on travaille d'arrache-pied pour ça. Pour rien qu'on fait des inventaires aussi. On dépense quand même des sommes qui sont importantes. On fait pas ça pour le fun. Là. On fait ça pour aller chercher des indicateurs supplémentaires qui vont permettre de backer certaines décisions aussi là, qui peuvent être prises dans le futur. Là. Parfois pas les biologistes, mais parfois les chasseurs, ils se questionnent pourquoi, en fait, il n'y a pas une meilleure cohabitation, justement, entre les gens du ministère puis le monde du terrain qui sont nous, les chasseurs. Est-ce que dans un futur rapproché, est-ce qu'à un moment donné, ça pourrait arriver que il y ait des consultations un petit peu plus publiques qui soient faites, aller chercher de l'information un petit peu, de demander l'avis un petit peu de la communauté pour... on entend souvent ça, puis je pense que l'idée... Parce que d'un point de vue personnel, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise non plus. C'est sûr que vous avez des protocoles scientifiques. T'sais. Vous avez des protocoles scientifiques où vous avez des données que vous utilisez, puis vous prenez des décisions en fonction de ça. Puis le commentaire de quelqu'un, je pense pas que ça peut servir nécessairement à prendre des décisions. Mais est-ce qu'il y aurait place un petit peu plus à ça, à être un petit peu plus en cohabitation avec la communauté puis avec les chasseurs pour pouvoir peut-être intégrer un petit peu les gens du public? Puis qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ouais, ben c'est une bonne question. Politique un peu, je te dirais. Là. Politique un peu. Ça va être difficile de répondre à ça directement, mais c'est sûr que l'opinion, moi, les animaux ne m'appartiennent pas. Là. Ouais. Fait que si j'ai du feedback de certaines personnes, ça va être aussi pertinent que ma propre perception que j'ai aussi. Là. Comme tu le dis, on a des protocoles scientifiques qui sont mis en place, des méthodes normalisées. Fait que c'est sûr qu'on privilégie ça sur des opinions, disons, locales qui peuvent être très, très ciblées dans un secteur en particulier. Souvent, on a un peu des œillères. Là, quand on est sur le terrain, on pense que la réalité, c'est ça, mais il faut voir ça à grande échelle aussi. Puis,
je sais pas si je peux me permettre, mais on a démarré un projet là, en collaboration avec des chasseurs, justement OK. pour essayer d'avoir le pouls aussi des chasseurs, des impliqués dans la gestion. C'est un projet, dans le fond, pour ramasser des crottins d'orignaux en hiver. Oui. Fait que ça, on invite les gens à nous contacter là, s'ils sont intéressés au Saguenay-Lac-Saint-Jean-Faune. Ça, c'est avec notre bon chum PA. Son père collabore un petit peu aussi là-dedans, David. Donc, PA Tremblay, PA Desbois, qui a démarré ça avec vous, puis il doit y avoir d'autres chasseurs également, dans le fond. Oui, c'est ça. On a réussi. On a fait un genre de projet pilote cette année là, pour voir un peu comment on pouvait structurer ça avec la science citoyenne, dans le fond, qu'on appelle. Là. Puis on a eu quand même 75 personnes qui ont participé, qui nous ont remis 75 échantillons. Fait qu'on est très, très contents de ça. Ce qui est excellent. C'est excellent. D'habitude, la science citoyenne, quand tu as 10 t'es content de retour. Là, on a eu 103 de retour. Fait qu'on était très, très contents. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui ont participé qui nous ont remis des échantillons. Il y en a qui nous ont remis plus qu'un échantillon, qui ont compensé pour ceux-là qui nous en avaient pas remis. Mais c'est un projet qu'on va renouveler cette année, l'hiver prochain. Là. Fait que s'il y en a qui sont intéressés... si vous marchez en forêt, vous faites du skidoo, par hasard, vous tombez sur un tas de crottins d'orignaux, vous le ramassez, on vous donne un kit, vous le ramassez, vous mettez ça dans le kit. Puis nous, après ça, on peut faire des analyses de progestérone puis évaluer si les femelles, si c'est un tas de femelles, premièrement, puis si la femelle était gestante. Là. Juste avec un crottin, on est capable de déterminer ça. Là. Fait que c'est un projet super intéressant, à faible coût, qui mobilise quand même une bonne partie de la population. Puis on invite tout le monde à participer. Particulièrement le monde au Lac-Saint-Jean, parce qu'on avait un petit manque là, de contact dans ce coin-là. Fait que si on peut aller chercher du monde du Lac-Saint-Jean, on serait bien content. Moi, Pierre-Luc, on se regarde, je pense qu'on va s'y mettre. On va commencer à ramasser les petites crottes d'orignal avec nos filles. Là, à toutes les fois que je vais dans le bois avec mes filles, ils aiment bien ça. Là. Ils jouent avec les petites crottes, ils s'en lancent comme si c'était des glosettes. Fait que, on invite les gens à participer. J'aime beaucoup le concept de science citoyenne. Ça vient un peu... ça vient un peu répondre à ma question, dans le fond, que tu parlais tantôt que vous aviez vos comment t'as dit ça, vos œillères, je pense. Ouais, c'est ça, des éridelles, en tout cas. Mais en même temps, ça démontre quand même une belle ouverture du gouvernement puis une belle ouverture du ministère et des biologistes d'impliquer la communauté pour aller chercher des données. Tu sais, ça commence par ça, puis peut-être qu'à un moment donné, ça sera dans d'autres projets. Ouais. Mais... moi, je trouve ça vraiment super d'entendre ça. Puis, je trouve que c'est une belle ouverture. Puis, moi, je pense que le futur risque d'être beau par rapport à certaines collaborations comme ça. Puis, si ça fonctionne bien, mais pourquoi pas par rapport à d'autres aspects, comme tantôt, on va aborder un sujet qui est un sujet très chaud aussi, qui est la tique d'hiver de l'orignal. Mais peut-être qu'un jour, par rapport à ça, il y aura autre chose, parce qu'on fait beaucoup d'observations. Nous, les chasseurs, on les prend en photo. Il y a beaucoup de gens qui en trouvent aussi en forêt, dans différents endroits. Donc, peut-être qu'un jour, il y aura d'autres collaborations comme ça, mais je suis vraiment content d'entendre ça. Oui, c'est un premier pas vers, justement, là, essayer d'aller chercher les gens sur le terrain aussi. Là. Nous autres, c'est sûr que mener un projet comme ça, juste avec notre staff, là, c'est sûr que ça serait impossible. La zone 28 est immense, là, c'est plus de 65 000 km². Fait que c'est sûr qu'on serait jamais capable d'aller échantillonner un peu partout avec ça. Fait que si on est capable d'avoir l'aide des gens qui font ça dans tout respect des ravages d'orignaux, évidemment, là, on veut pas que les gens commencent à aller se promener n'importe où, n'importe comment. Là. Nous autres, ça nous fait des échantillons, puis nous autres, après ça... oui, on a la progestérone avec le projet de gestation, mais on peut aussi on peut venir confirmer, dans le fond, nos observations de ratio mâle-femelle, parce qu'on sait l'état. C'est-tu des mâles, c'est-tu des femelles? Fait qu'on est capable de confirmer, dans le fond, nos chiffres d'inventaire qu'on a. Fait que il y a plein de retombées potentielles à ça. Là. Des données super utiles. Oui, exact. C'est vraiment intéressant, puis je pense que le futur est beau dans une cohabitation biologiste / chasseur / citoyen. Donc, c'est vraiment super d'entendre ça. Yes. Puis, tu sais, une chose qu'on regarde présentement, qu'on essaye je dirais de mettre en valeur, c'est les caméras de chasse. Les caméras de chasse, tout le monde en a au moins une, pratiquement. Il y en a énormément sur le territoire. Comment on peut utiliser ça pour la gestion? Ça, c'est quelque chose qui nous trotte dans la tête. Malheureusement, c'est très, très difficile d'aller chercher quelque chose de scientifique avec ça. Il faut que ça soit placé d'un certain angle avec un compte de détection, toujours le même modèle de caméra. Ça prend des déplacements d'orignaux qui sont normalisés. Fait que, il y a plein d'affaires à considérer avant de pouvoir utiliser ça, mais ça, c'est quelque chose qui nous trotte beaucoup dans la tête. Là. Mais si ça vous trotte dans la tête, je vous le dis là, aujourd'hui, là, territoire libre, des petits gars de Dolbeau, du Lac-Saint-Jean, de la zone 29, moi et Pierre-Luc. Je regarde Pierre-Luc, là, puis je suis certain qu'il me fait un petit signe de oui.
Nous autres, si ça vous intéresse, à un moment donné, collaborer quelque chose. On a beaucoup de caméras. C'est sûr qu'on a beaucoup de modèles de caméras, mais on a quand même plusieurs fois le même modèle. Fait que des fois, si vous voudriez vous servir de nos observations, on a différents spots de chasse aussi à l'Orignal, puis on filme différentes bêtes, l'ours également. Donc on dit ça comme ça, mais si ça vous trotte dans la tête, puis il vous vient le nom de Territoire Libre, Guillaume et Pierre-Luc Adolbeau, on pourrait être bien intéressés. Hey Jérôme, c'est ce qui termine en fait le premier thème, des inventaires. On l'a quand même creusé pas mal, on n'a pas arrêté ben, c'était vraiment intéressant. On va s'enligner vers notre deuxième thème tantôt, on va prendre une petite pause, puis on va s'enligner vers le deuxième thème, la tique d'hiver de l'Orignal. Tu me l'as dit, t'es pas le grand spécialiste de la tique, mais t'as quand même t'as quand même une certaine expertise par rapport à ça. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant d'en parler. Super. Fait à tantôt. À tantôt. Maintenant, je voulais aborder un autre sujet avec toi qui est la tique d'hiver de l'Orignal. Puis, t'étais à l'aise de le faire, mais tu m'as quand même avoué que c'était pas ta spécialité. Mais t'as accepté de le faire parce que je pense que c'est un sujet qui est chaud. C'est un sujet qui envahit quand même pas mal les médias sociaux. À tout bout de champ, on voit des publications qui sont faites par rapport à ça. Puis, je pense que les gens sont quand même assez alarmés. Est-ce que, personnellement, je suis alarmé? Non. Parce que j'ai quand même, de mon côté, je pense, une bonne compréhension de la situation. J'en ai discuté avec plusieurs personnes, puis j'ai fait quand même plusieurs études là-dessus, admettons, en ligne pour aller chercher de l'info, puis bien m'outiller, puis bien comprendre la situation. Mais je veux vraiment avoir ton avis, puis vas-y comme bon te semble, puis réponds au meilleur de tes connaissances. Est-ce qu'on doit paniquer présentement, admettons, selon toi, par rapport à la tique d'hiver qui monte de plus en plus vers le nord, puis qui est rendue ici assez présente là, au lac Saint-Jean? Là? Paniquer, je penserais pas pour l'instant. Okay. On en a. Il y en a. Dans le fond, nous, on fait un suivi depuis 2012. Fait qu'on est capable de suivre un peu la progression. Puis c'est un suivi qu'on fait aussi géographiquement. Fait qu'on voit que, il commence à en avoir un petit peu au nord du lac Saint-Jean. Je dirais le nombre de tiques par orignal peut parfois paraître très, très dangereux. Bon, pas dangereux, mais très, très inquiétant pour l'orignal. La bonne nouvelle, c'est que c'est un cycle annuel. C'est que aussitôt que le cycle est fini, les tiques tombent à terre, puis l'orignal, s'il a survécu, il va s'en remettre bien souvent, très très souvent en fait, il va s'en remettre. Par contre, le cycle va continuer l'année d'après parce que c'est des foyers d'infestation. Parce que c'est des parasites. C'est des parasites, c'est ça. La tique, elle tombe au sol, après ça, elle se reproduit. Puis là, on pourra peut-être en parler un petit peu plus en détail tantôt. Mais c'est un cycle qui peut se poursuivre, justement, qui peut continuer d'année après année. Mais un coup que l'orignal s'en est sorti au printemps, ben là, pendant l'été, il va être tranquille, son poil va se refaire. Puis il va être capable d'attaquer l'automne puis l'hiver. Mais c'est sûr que plus il y a de tiques, ben, plus c'est dommageable pour lui. Là. Parce que, on l'a dit, c'est un parasite, plus précisément un acarien. Donc, on le voit sur nos bug timers. On en a observé, moi et Pierre-Luc. Même Pierre-Luc est plus haut dans le nord, dans son territoire. Moi, je suis plus près ici, dans le secteur plus de Girardville. Il y en a beaucoup. Il y en a cette année. Il y en a eu dans les années précédentes. Puis je te dirais que, admettons, d'un point de vue personnel, ça fait à peu près 5-6 ans qu'on en voit beaucoup plus par ici. On a trouvé des bêtes aussi décédées en forêt qu'on pense, je veux dire, on n'a pas fait d'études, mais on pense que théoriquement, on pense que c'est causé par les tiques. Est-ce que y a-t-il des facteurs, admettons, on pourrait dire, qui sont nouveaux, qui font en sorte que là, sont rendus ici, les tiques? Là? C'est-tu la météo? Qu'est-ce qui fait que maintenant, on en a, puis que là, genre 12 ans, mettons 12-13 ans, il semblerait qu'on en avait moins ou pas, là? Probablement que le climat a beaucoup à voir avec ça, les conditions météo qui se sont adoucies, en fait, là, dans les dernières années. On parle beaucoup des changements climatiques et de leur effet. Ben ça en est probablement un. La tique a progressé tranquillement pas vite vers le nord. Nous, quand on a commencé notre suivi en 2012, il y avait très peu d'orignaux qui avaient des tiques. Maintenant, on en a un petit peu plus. On est autour, dans notre suivi, on regarde à peu près 100-150 orignaux là, dans notre suivi qu'on fait à l'automne, puis à peu près 30% des orignaux qui ont au moins une tique. Ça veut pas dire qu'ils vont en décéder, là, on en retrouve au moins une tique. Dans la zone 28? Dans la zone 28, oui, effectivement. Okay. La majorité sont vraiment dans le sud. Quand on parle dans le sud, c'est au sud du Saguenay, dans le coin de Ferland-Boileau, la baie, collée avec la réserve faunique des Laurentides. C'est principalement là, je dirais, le gros foyer d'infestation.
C'est là qu'on en retrouve le plus sur les orignaux. Quand on arrive des Monts-Valin, il n'y en a pas. Au nord du lac Saint-Jean, il y en a, mais beaucoup moins. Fait que, tu sais, on commence à la suivre tranquillement pas vite, mais c'est sûr que c'est probablement le climat, en fait, qui a fait en sorte que ça a progressé tranquillement pas vite. Un des facteurs aggravants par chez nous, c'est l'hiver, il reste qu'il fait froid, il fait très froid l'hiver. Fait que, tu sais, la charge parasitaire d'un orignal n'a pas besoin d'être très, très élevé pour avoir un impact négatif sur l'orignal parce que lui, il va perdre la chaleur. Tu sais, la tique, dans le fond, ce que ça va faire, c'est qu'elle va venir s'accrocher. Là, l'orignal va vouloir s'en débarrasser. Fait qu'il va se gratter après les arbres, il va essayer de se frotter. Puis ça va faire en sorte qu'il va perdre son pelage. Donc, la thermorégulation, sa conservation d'énergie, ben là, il va perdre beaucoup d'énergie à vouloir conserver sa chaleur. Puis ça va venir l'impacter en hiver principalement, parce que c'est là que la tique fait ses dommages. Puis là, à ce moment-là, ben là, c'est un cercle vicieux un peu. C'est que là, il va perdre de l'énergie. Pendant ce temps-là, il ne peut pas s'alimenter. Il ne peut pas être vigilant face aux prédateurs. Plus vulnérable aux prédateurs, c'est ce que j'allais dire. Plus vulnérable à un paquet de facteurs. Puis plus vulnérable à la prédation, plus vulnérable aux éléments. Puis si un couvert de neige qui est très, très abondant, ben, il est moins capable de le subir finalement parce qu'il y a moins d'énergie pour se déplacer. Fait que, il y a plein d'étapes qui font en sorte qui sont causées par la tique. Parce que la tique, dans le fond, elle se nourrit de sang, carrément. Des repas de sang. Là. Je pense qu'elle a 1 ou 2 repas de sang par hiver en tant que telle. Elle va se nourrir comme 2 fois. Là. Ouais, elle va se nourrir 2 ou 3 fois. Puis à chaque fois qu'elle va se nourrir, ben là, l'orignal va tomber en une espèce d'anémie. Une anémie, oui. Il va devenir en déficit d'énergie. Puis c'est là qu'il y a un impact. Puis c'est là que ça va avoir un impact sur les segments les plus vulnérables. Tu sais, le gros mâle qui est en santé, lui, peut-être que ça n'aura pas tant d'impact. Mais le faon, par exemple, qui a même pas 1 an, ben lui, il va être pas mal plus impacté. Puis la femelle qui est gestante aussi. Fait que, ça vient impacter les segments qui sont productifs, finalement. Fait que c'est là qu'on voit que ça peut avoir un certain enjeu par rapport à ça. Tu parles de femelle gestante. On parle de gestation. Donc, on parle d'une femelle qui est enceinte. Si, admettons, elle est envahie de tiques, puis que ces tiques-là font de multiples repas de sang dans l'hiver, elle, pour pouvoir mettre à terme sa grossesse, pour pouvoir avoir un faon qui est en santé, inévitablement, elle a besoin d'énergie. Elle a besoin de bien s'alimenter. Probablement, justement, que ça doit donner parfois des veaux qui sont plus faibles, puis ça doit donner parfois des mises bas qui donnent peut-être des morts-nés. Ou je sais qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans le Maine, dans le nord des États-Unis, New Hampshire, je ne me trompe pas. Puis ils avaient calculé à un moment donné par des observations scientifiques, par des études, des échantillonnages, qu'il y avait un très haut pourcentage. Je pense que c'était 75% des faons là, qui malheureusement, qui étaient comme morts-nés ou en fait qui étaient juste... les gestations venaient pas à terme. Oui, effectivement, tu as tout à fait mis le point là-dessus. C'est sûr que la femelle, si elle est impactée par ça, puis elle n'est pas capable déjà que l'hiver, c'est rough pour s'alimenter là, pour les orignaux. Là. Il faut qu'il y ait quand même une bonne réserve de fait pendant l'été puis l'automne. Quand ils arrivent à l'hiver, ils sont en déficit un peu. Puis quand c'est gestant, ben là, ça te prend toute ton énergie pour mener à terme ta grossesse. Puis quand le faon va naître, ben là, il faut l'alimenter. Donc, c'est la lactation qui entre en ligne de compte. Fait que si ton niveau de gras dans ton lait n'est pas suffisant, ben là, c'est sûr que ça va venir impacter le faon. Puis les études que tu mets de l'avant, ben on a mené des études aussi au Québec. Il y a un projet qui s'appelle Tique orignal climat. Le projet Albipictus, vous pouvez aller sur albipictus.com pour voir un peu le suivi de ce projet-là. On va le mettre dans le bas de l'écran. Qui est un projet avec de très grande envergure, en fait. C'est-tu le projet avec l'Université du Nouveau-Brunswick ou c'est celui-là? Oui, c'est le projet qui regroupe le parc Forillon. Il y a des zones d'études aussi qui ont été faites, là, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale. Donc, quelques zones d'études là, qui ont ciblé. Puis le projet, en fait, c'est carrément de poser des colliers télémétriques sur des veaux d'1 an et demi, puis de les suivre, en fait, de leur mettre une espèce, pas d'un antibiotique, là, mais une espèce d'acaricide, en fait, là, qui va venir enlever toutes les tiques, ou en tout cas, du moins, vraiment freiner la progression des tiques sur l'orignal. Donc, il y a un traitement qui est fait sur une partie des veaux d'1 an et demi, une partie qui n'ont pas cet acaricide-là. Puis là, on compare, dans le fond, le taux de survie des deux. Puis effectivement, il y a des taux de mortalité qui sont vraiment plus élevés quand il n'y a pas d'acaricide qui est appliqué. Donc,
c'est sûr que là, ça a un impact sur la productivité après ça. Là. Ça, c'est des études actuelles ou c'est des études qui ont été faites dans les dernières années? C'est des études actuelles. Là. C'est des résultats. Il y a eu des reportages à Semaine Verte, notamment là-dessus, qui sont disponibles sur Internet. Là. Fait que c'est des résultats qui sont quand même assez frais, là, parce que l'étude est encore en cours. Là. C'est un programme d'études avec plusieurs étudiants impliqués, plusieurs universités, chercheurs. Fait que les retombées de cette étude-là, c'est sûr que ça va venir nous donner des réponses à certaines questions qu'on a, puis comment on peut adapter aussi ce nouvel enjeu-là dans la gestion de nos populations d'orignaux. Quand tu dis acaricide, c'est ça? Oui. Donc, ce que je comprends de ça, un insecticide, c'est un produit qui va en fait tuer les insectes. Donc, l'acaricide, c'est destiné aux acariens, donc nos tiques qu'on parle présentement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de supprimer les tiques du corps de l'animal pour favoriser sa survie. C'est des tests qui sont faits. Tu vois, j'avais même jamais entendu parler de ça, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup justement chez les chasseurs, cette idée-là de mettre des produits dans des blocs de sel, d'essayer de trouver une manière avec des médicaments ou des produits pour pouvoir donner une chance un petit peu aux orignaux. Devrions-nous plus laisser aller un petit peu la nature ou on devrait vraiment essayer de continuer un petit peu dans cette ordre d'idée-là d'utiliser des produits Ben, les acaricides qui sont utilisés, premièrement, ça ne serait pas utilisable à grande échelle. C'est des produits qui sont utilisés, c'est donné oralement ou par pas par prise de sang, mais par intraveineux à l'orignal une fois qu'il est capturé. Fait que, c'est sûr que ça peut pas être fait dans la nature, mettons, avec des chasseurs qui décideraient de mettre de l'acaricide sur des pierres de sel. À notre connaissance, il n'y a aucun produit qui existe là, au Canada puis même aux États-Unis, là, des acaricides là, qui pourraient être déployés sans avoir des impacts sur d'autres espèces, par exemple, ou même sur l'orignal en tant que tel. Fait que, il n'y a pas encore de produit qui a été développé. C'est des doses qui doivent être quand même très, très importantes là, pour que ça ait un impact. Ouais. Donc, on n'est vraiment pas rendu là. Pour l'instant, la seule... On parle du Québec, là, comme on parle de la région, que c'est un nouvel enjeu, c'est un nouveau truc nuisible qu'on a. Une nouvelle problématique. Mais aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils sont pognés avec ça, puis il n'y a toujours pas de moyens qui ont été développés. Le seul moyen qui existe, c'est de diminuer les densités d'orignaux pour diminuer justement les rencontres possibles avec les foyers d'infestation. Mais ça, la transmission des tiques d'un individu à l'autre. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que ça, c'est une mesure qui n'est pas très, très populaire au niveau des chasseurs. Là. Exactement. Je pense pas qu'on se rende vers là. Fait que je pense que c'est un élément qu'on va devoir gérer, qu'on va devoir dealer avec là, dans les prochaines années, puis s'adapter justement avec cette problématique-là. Si tu mets un produit, admettons, dans des blocs de sel ou si on poursuivait, admettons, à essayer de toujours mettre des acaricides comme ça dans les bêtes, inévitablement, ta viande après ça est moins organique, biologique. Là, est moins, tu viens quand même de mettre un produit chimique, un produit transformé chimiquement à l'intérieur d'une bête. Fait que, tu viens pas créer un autre problème en même temps que celui que tu as à l'origine, qui est une bête qui vient de l'environnement. Je veux dire, je suis pas pro-tic, je suis pas pro-médicament non plus. Là. Je fais juste mettre des faits, là, puis j'essaie qu'on en jase, puis qu'on puisse trouver un petit peu pas des solutions, mais qu'on puisse en dialoguer. T'sais. Moi, je pense que ce serait peut-être de créer un autre problème que de mettre des produits dans un bloc de sel, puis de rendre la viande tout simplement moins biologique, puis d'aller altérer un petit peu l'environnement chez les animaux, ou même dans la nature. Oui, exact. Puis tu sais, des produits comme ça, le temps que ça reste dans l'animal aussi, c'est-tu 30 jours, 90 jours, 120 jours? Fait que là, au moment que tu vas à la chasse, tu as un produit comme ça qui est dans ta viande, c'est pas très intéressant. Oui, c'est pas intéressant. On parle de la tique d'hiver de l'orignal. On entend parler depuis belle lurette de la tique qui donne la maladie de Lyme. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux tiques? Mais en fait, je vais poser deux questions. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux tiques? Puis, est-ce que la tique de l'orignal, la tique d'hiver de l'orignal, est-ce qu'elle peut donner aussi des maladies? Est-ce qu'elle va-tu nous donner des maladies si, admettons, qu'elle s'accroche à nous, comme, admettons, pourrait faire la tique qui donne la maladie de Lyme? Là? La maladie de Lyme ou de Lyme, là, dépendamment des personnes qui le prononcent. Peut-être que je ne le dis pas de la bonne manière. Ouais, peut-être moi non plus. Dans le fond, c'est la tique à pattes noires qui est vectrice de cette maladie-là. Okay. La tique à pattes noires n'est pas la même tique que la tique d'hiver ou la tique d'orignal. C'est deux sortes de tiques différentes. Au Québec, il y a peut-être une douzaine d'espèces de tiques qui existent qu'on connaît qu'on connaît pas énormément. Le seul lien qu'il y a à faire avec les deux, je dirais, c'est la progression qu'on voit de plus en plus vers le nord. Donc,
la tique à pattes noires. On commence à avoir des cas de gens qui en ont eu ou qui en ont vu. Maladie de Lyme, il y en a, en tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas. Il faudrait voir avec la santé publique, là, mais c'est un autre département. Ouais. Fait qu'il y a une progression. C'est le seul lien qu'on peut faire entre les deux. Puis le lien qu'on peut faire, c'est que c'est 2 sortes de tiques aussi. Mais comme je dis, il y a une douzaine d'espèces, 5 ou 6 peut-être majoritairement là, qu'on retrouve au Québec. Il y a la tique d'hiver qu'on parle aujourd'hui. La tique à pattes noires que je viens de parler qui est porteuse, qui est vectrice de la maladie de Lyme. Il y a la tique du lièvre, il y a la tique du chien, de la marmotte. Okay. Il y a plein de sortes dans le fond qui vont avoir un peu leur hôte spécifique. Là. Fait que nous, dans notre cas, c'est la tique d'orignal qui vient vraiment s'accrocher à l'orignal. Un petit peu plus... disons, fréquente, là, parce que l'orignal n'est pas vraiment fait pour se toiletter. Là. C'est ça que j'allais te poser comme question. Pourquoi les autres animaux sont pas pris avec cette fameuse tique-là? Parce que, tu sais, en hiver, c'est un parasite qui vit l'hiver. Déjà, à base, c'est quand même assez particulier. Là. Je veux dire, un insecte qui vit l'hiver... j'ai entendu dire que tu la mets dans le congélateur pendant plusieurs semaines puis qu'elle meurt même pas. Là. Fait que, tu sais, mon père disait l'autre fois, les orignaux, ils ont rien qu'à se baigner un peu dans l'eau puis ça va partir de même. J'ai fait, pas sûr, c'est assez Survivor, là. C'est assez fort comme petit acarien. Puis c'est ça, comment se fait que l'orignal est une des bêtes les plus vulnérables? Tu allais aborder le sujet un peu, mais on se pose beaucoup la question quand même. Pourquoi les autres animaux ne sont pas infestés de ça? Les loups, tu as mentionné les lièvres, on peut parler des renards, les ours. Tu sais, là, j'ai tué mon ours il y a quelques jours. Je me suis dit, tu sais, je savais qu'il allait pas avoir de tique, mais en le manipulant, je me suis dit, tu sais, ça se pourrait-tu quand même qu'il n'aille dessus, tu sais? Puis il n'y avait absolument rien. Oui, ça se peut qu'il y en ait dessus. C'est juste que là, c'est peut-être pas la période pour la tique. Sont C'est tombés, vraiment à l'automne qu'ils vont venir s'accrocher. Ce qui correspond à une grosse activité de déplacement des orignaux aussi. Là. Les orignaux qui sont les mâles qui sont en route vont se déplacer beaucoup. Fait qu'ils ont plus de chances de rencontrer des foyers d'infestation. Puis pourquoi que ça reste accroché? C'est que l'orignal est comme moins habile à se toiletter, mettons, que le cerf de Virginie. Le cerf de Virginie, lui, il a comme une espèce de nettoyage programmé, si on veut, là, que lui, à tout bout de champ, il va se toiletter. Même s'il n'y a rien sur lui, il va se toiletter. Fait que s'il y a des tiques après lui, ils vont tomber. Fait qu'il va venir se toiletter déjà à l'avance, avant que la tique soit vraiment implantée. Tandis que l'orignal, il fait pas ça. Il n'est pas programmé. Lui, il va se gratter juste s'il y a quelque chose d'anormal sur lui. Puis là, c'est là que le ravage des tiques a lieu. C'est que là, les tiques ont le temps de s'implanter de plus en plus. Puis là, une année, il va commencer à se toiletter, mais là, il va être trop tard parce que les tiques vont être déjà accrochés. Puis tu sais, le chevreuil, lui, admettons, le cerf de Virginie, il est capable de se casser. Il est capable de faire quasiment 360 degrés autour de lui-même puis d'aller se licher toutes les zones qui sont un peu plus restreintes. Tu sais, on peut le voir, puis je peux mettre une image ici d'une de nos captations qu'on a faites. Tu sais, on peut voir que les tiques sont vraiment à l'arrière de l'animal majoritairement, sur la bosse, dans des zones où les oreilles, où justement, ne sont pas capables de se lécher et sont difficilement capables d'aller les retirer. Tu sais, les autres animaux, eux autres, ils vont trouver des moyens de les enlever, soit avec leurs pattes, soit en se léchant. Là, c'est en plein ça. C'est vraiment l'espèce de souplesse, là, puis le toilettage programmé, comme j'appelle. Puis effectivement, là, c'est souvent tout le temps au même endroit qu'il manque des plaques de poils. Là. C'est dans des secteurs où justement, il n'est pas capable. Il est pas capable. Il est capable de se gratter, mais il va se gratter justement avec des arbres, puis ça va l'affecter, puis là, c'est là qu'il va perdre des plaques de poils. Mais il y a une petite question que je t'ai posée en lien avec la maladie. Est-ce qu'on peut attraper, mettons, des maladies? Des fois, on joue dans notre orignal en septembre, en octobre, on vient de récolter notre bête. Les chasseurs, on peut-tu comme pogner une maladie avec ces parasites-là? Là? Avec la tique d'hiver, la tique de l'orignal, elle n'est pas porteuse de la maladie de Lyme, là, la tique d'hiver. En théorie, non. Tu n'aurais pas de problème à l'avoir. Par contre, si elle est accrochée à nous autres, on recommande de l'enlever avec enlever le rostre au complet. Là, enlever pas juste la partie externe là, parce qu'elle va vraiment vouloir s'accrocher puis aller vraiment rentrer dans la peau. T'as appelé ça le rost? Le rost, c'est l'espèce de mâchoire dans le fond, la mâchoire de l'acarien. C'est ça qu'il faut retirer. Là, c'est ça qu'il faut retirer. Mais sinon, non, elle n'est pas vectrice de maladie, la maladie de Lyme. Donc, c'est vraiment la tique à pattes noires, qui est une autre espèce qui est vectrice et qui, elle, peut avoir des dommages chez l'humain.
est tannante, mais tu sais, faut pas paniquer quand on va dans nos secteurs de chasse parce que, tu sais, moi, des fois, là, j'étais avec mes filles, puis là, je regarde les bas de pantalon parce qu'on le sait que, tu sais, ça pourrait arriver à un moment donné, puis tout dépendant de la période où est-ce qu'on fait nos prospections, où est-ce qu'on se pavane dans notre secteur. Mais faut quand même rester prudent, puis si ça arrive, on panique pas avec ça. On reste vigilant quand même. Ouais, puis il existe aussi des sites, là, je pense que c'est ethic.ca ou qui peuvent. Tu peux carrément envoyer la tic pour identifier formellement l'espèce. Là. Fait que ça peut être utilisé, là, puis ça en même temps, ça fait un suivi de la progression de la tic aussi. Ouais, là, fait que ça peut être intéressant là, pour les gens qui se posent la question parce que c'est pas évident non plus de faire la distinction entre les différentes espèces de tiques. Fait qu'ils peuvent retirer la tic puis mettre ça dans un petit sac, envoyer ça pour identification, dans le fond, pour en avoir le cœur net puis avoir l'esprit tranquille. Tantôt, tu as effleuré un petit peu l'aspect cycle de vie. Tu as comme abordé ça un petit peu. J'aimerais que tu nous en parles. C'est quoi son cycle de vie, la tique? À quel moment qu'elle s'accroche, puis à quel moment qu'elle est supposée tomber en tant que telle? Puis tu as dit que l'été était tranquille, les orgnaux. Puis effectivement, l'été, on n'en voit pas bien. Là, on en a vu encore sur nos caméras récemment, mais tu sais, c'était un mélange de un mélange, puis ça, souvent, les chasseurs, ça engendre bien des conversations. C'est-tu de la mue? C'est-tu des tiques? Moi, ce que j'ai observé, c'est que quand il y a des plaques noires puis que tu vois plus du tout de poils, souvent, ça a été causé par des blessures puis que là, le pelage commence à repousser. Quand on voit vraiment des plaques sur le cuir complètement, là, moi, ce que j'ai observé, c'est que généralement, c'est des conséquences de la tique. Là. Parce qu'on a pris pendant l'hiver ou on a filmé pendant l'hiver des orgnaux qui étaient vraiment, sur la peau, puis tu voyais la blessure avec du sang, puis tu voyais la chair. Puis après ça, on les a repris sur nos caméras. Puis là, tu voyais ces plaques de cuir là, exactement au même emplacement. Fait que là, on a pu quand même faire un lien de cause à effet. Pas des gros échantillonnages comme vous autres, mais bref. La mue est là, les tiques s'accrochent. Parle-nous un petit peu du cycle de vie de cette petite bête-là. Oui, cette petite bête-là, en fait, on va commencer au moment où elle s'accroche à l'orignal, donc à l'automne. Dans le fond, elle est au stade quasiment larvaire. Là. C'est tout petit, c'est mini, c'est à peu près grand comme un bout d'épingle. Elle va monter dans le feuillage, la tique. Elle va monter dans le feuillage, puis c'est vraiment son mode de dispersion. Là. Elle est programmée à l'automne, elle monte dans le feuillage, dans les herbacées. Avant ou pendant ou après la chasse, mettons septembre, octobre, y a-tu des dates où c'est plus en général, mettons, à l'automne? Je dirais pas mal pendant le temps de la chasse. Là. C'est vraiment... ça peut commencer peut-être à mi-septembre à peu près, là, puis ça peut se continuer jusqu'à mi-octobre, là, même encore plus loin que ça. Fait que ça commence pas mal en septembre, je dirais, qu'elle commence à monter dans le feuillage. Puis là, après ça, ça va favoriser justement qu'elle va s'accrocher dans le fond à l'orignal. Fait que l'orignal, quand il va passer, lui, il s'en rend pas compte. Là, il passe dans le feuillage, puis il y a des tiques qui sont là. La tique va s'accrocher à l'orignal. Puis la tique, elle, ce qu'elle veut, un endroit chaud pour passer l'hiver, en fait. Fait que dans le pelage de l'orignal, c'est parfait. Elle se rentre, là, jusqu'à l'épiderme. Jusqu'à l'épiderme, parce qu'elle, son but, c'est d'aller s'accrocher puis d'aller manger, dans le fond, d'aller manger le sang. C'est pour ça qu'on les voit pas quand on abat des bêtes. Là. Moi, ça m'est jamais arrivé, là, même s'il y en a beaucoup plus dans les dernières années, ça m'est jamais arrivé de voir des tiques sur aucune de nos bêtes. Puis, on a plusieurs orgnaux de récolter dans les dernières années, puis je n'ai même pas vu une seule. Non, c'est ça. Il faut être très, très vigilant. Si on veut les voir, il faut vraiment tasser le pelage qui est assez long, là, puis vraiment aller à la base, là, à l'épiderme, voir la peau. Puis là, à ce moment-là, on va voir quelque chose qui est tout petit, qui ressemble un peu à une araignée, là, mais c'est vraiment très, très petit. Fait qu'il faut être très, très vigilant. Mais là, elle est accrochée. Fait que là, elle s'accroche à l'automne. Puis là, après ça, elle va se nourrir de 1, 2, 3 repas. Puis à chaque repas, elle va changer de stade. Elle va métamorphoser. Puis elle va grossir jusqu'au printemps. Là, au printemps, on va être rendu un adulte qui va être très, très grosse. Là, souvent, quand on femelles, ces caméras, les femelles sont engorgées. Ils peuvent être engorgées ou pas, là, mais elles sont très, très grosses. Puis là, ils vont tomber au sol au printemps. Là. Donc, à partir pas mal autour du mois de mai, avril-mai, ils vont tomber au sol. Puis là, après ça, là, au sol, ils vont pondre les œufs. Fait que là, pendant l'été, pendant le printemps, c'est la ponte des œufs. Puis là, après ça, ça se métamorphose en larve. Puis là, pendant l'été, ça grandit. Puis là, après ça, le cycle recommence à l'automne. Ça remonte dans le feuillage, etc. Puis là, ça se perpétue comme ça. Ils doivent pas s'accrocher là, dans la période de la pondaison. Là, ils doivent pas avoir envie de s'accrocher sur aucun autre, dans le fond, au printemps de même. Puis ni les petits œufs qui vont pondre, là, tout ça, ça s'accroche pas sur nous autres. Non. Fait que la période, admettons, prospection, saline, où ce que les gens vont beaucoup en forêt, mois de mai, juin, là, ça retourne voir les caméras, juillet, ça alimente les salines, juillet et août. C'est pas la période où ce que tu peux le plus être en contact avec ces parasites-là sur ton corps en tant que tel. Fait que
c'est pas pour rien qu'on n'en voit pas vraiment accroché sur nous autres. Là. Ouais, est-ce que je me trompe? Ou... Non, c'est pas mal ça. C'est, quand c'est au stade œuf ou larvaire, là, c'est dans le sol, là, puis c'est pas... c'est très, très rare qu'on en voit. Là. Moi, j'en ai jamais vu. Là. Okay. Fait que, c'est vraiment une période où est-ce que c'est comme un peu... C'est pas latent, là, mais c'est dans le sol, puis le cycle recommence. Puis à cette période-là, dans le fond, il y a différents... Là, c'est ça qu'on est en train d'apprendre avec le projet Albipictus que je parlais tantôt, le tic orignal climat. On est en train d'apprendre un peu plus, là, c'est quoi les facteurs qui font en sorte que le cycle peut être brisé. Fait que le cycle de la tique. Fait que, tu sais, mettons, au printemps, si la tique tombe... S'il y a un printemps qui est très, très tardif, qu'il y a de la neige, il y a du gel... Couvert de neige. La tique tombe au sol, ben là, il y a des bonnes chances de mourir au sol. Là. Fait que les œufs, il n'y en aura pas. Là. Elle va mourir au sol parce qu'elle va mourir gelée. Parce qu'elle résiste au froid, mais il y a une certaine limite. Il y a une certaine limite, c'est ça, il y a une certaine limite. Fait que là, si c'est... Puis de l'autre côté, si c'est hâtif, mais que c'est très, très sec, ben ça, c'est pas bon non plus parce que ça prend un pourcentage d'humidité d'au moins 80% dans le sol. Fait que si c'est très, très sec, ben là, ça peut venir briser le cycle. Okay. Pendant l'été aussi, si c'est un été qui est très, très sec, ça peut venir briser le cycle aussi. Parce là, que... on a des étés qui sont quand même très chauds, qui sont parfois assez secs aussi. On voit tous les feux de forêt des dernières années. Oui, exact. Fait que, tu sais, ça, c'est des bonnes nouvelles pour l'orignal, finalement. Des moins bonnes nouvelles pour la tique, mais la tique, on n'en veut pas nécessairement. Fait que c'est vraiment des choses qui peuvent venir briser le cycle de vie de la tique. Fait que ça, c'est intéressant. Puis à l'automne, c'est la même affaire aussi, là. Ça n'a pas été démontré à 100%, là, mais un automne sec aussi, là, ça va faire en sorte que la tique va avoir moins tendance à monter dans le feuillage, elle va rester plus au sol. Fait que ça peut venir briser le cycle encore une fois. Fait que c'est des conditions qui peuvent arriver là, dans justement là, cette année ou même l'année passée. Par contre, ce qu'on a, c'est des printemps qui sont très, très hâtifs. Fait que quand la tique tombe au sol, ben là, les chances qu'elle meure sont pas là parce qu'il n'y a plus de neige. Cette année, disons que oui, il y avait encore un petit peu de neige, mais c'était pas des grosses couches de neige cet hiver. Donc cette année, d'après moi, ça va être une bonne année pour la tique, tout dépendant des conditions météorologiques qu'il va y avoir. Les dangers pour elle ne sont pas terminés encore. Il faut qu'elle survive pendant l'été, puis etc. Oui, exactement. Là, tout va dépendre du taux d'humidité, dans le fond, qu'il y a dans le sol. Là. Si c'est très, très sec, ben là, ça peut être dommageable pour briser le cycle de vie. Elle fait partie de l'écosystème. Les prédateurs doivent quand même parfois en profiter un peu, inévitablement. Le loup qui va arriver sur une bête qui est vulnérable en hiver ou encore au printemps, les premiers orignaux que j'ai filmés à Mes-Salines sont faibles de leur hiver, mais sont faibles de la présence des tiques. Plusieurs spécimens que j'ai filmés avaient des tiques. Puis, écoute, il arrive au bloc de sel tellement tranquillement. C'est déjà que ça marche tranquillement un orignal. Là, c'était fascinant de voir comment que ces bêtes-là étaient affligées quand même. Fait qu'inévitablement, les prédateurs doivent quand même en profiter. Puis, est-ce que ce petit parasite-là fait pas normalement partie de l'écosystème, puis peut-être qu'à un moment donné, il y a un équilibre qui va se créer aussi avec les prédateurs, avec les orignaux, puis est-ce que tout ça fait pas seulement partie d'un écosystème qui va peut-être s'auto-réguler? Est-ce qu'on essaie un petit peu trop de jouer à Dieu le Créateur en essayant de trouver plein de moyens, puis on les étudie, puis c'est parfait, mais ça fait quand même partie d'un écosystème, tout ça. Oui, mais c'est un nouvel enjeu à considérer. Puis effectivement, c'est un nouvel écosystème à considérer. C'est sûr qu'un orignal affaibli, nécessairement, va être la proie numéro 1 d'un prédateur. Là. Fait que c'est juste que là, est-ce qu'il y en a plus qui sont affaiblis comparativement à s'il n'y avait pas de tic? Ben là, c'est ça qu'il faut inclure justement dans notre gestion de cheptel. Parce que s'il y a moins de productivité, il faut en tenir compte là, dans nos modélisations. La survie des fans. Oui, exact. Puis tu sais, admettons ce loup-là qui va manger l'orignal qui est malade, il va laisser l'orignal qui est en forme en vie, qui a peut-être plus de chances de se reproduire, puis de mettre à bout justement la gestation comme on a parlé tantôt. Puis la femelle va peut-être plus rester en vie si lui il s'attaque à certaines proies qui sont affligées par la tique. Enfin, peut-être qu'à long terme, les études démontreront que finalement, c'était pas si pire que ça, mais en même temps, je dis ça, aux États-Unis, ça fait belle lurette que ça dure, mais ici, on a un climat qui est différent, puis on n'a pas le même climat que dans le Maine ni dans le New Hampshire. Fait que je pense que le futur le dira, là. Mais c'est un sujet qui est très intéressant. Tu disais que tu n'étais pas très compétent par rapport à la tique, mais je peux te dire que tu nous en as parlé quand même en profondeur. Je suis vraiment content, très épaté. Super, si j'ai pu vous en apprendre un peu là-dessus, tant mieux, objectif atteint. Ben, énormément.
Écoute, Jérôme, on ne prendra pas plus de ton temps parce que tu es arrivé quand même des alentours de 13h, 13h30. Il est rendu quand même quasiment 16h. Ça a été un super podcast. Ça a été un plaisir. Tu étais le premier homme de science qu'on accueillait dans le podcast Territoire Libre. Peut-être pas le dernier. Peut-être que ce ne sera pas notre seul podcast. Peut-être qu'un jour, on fera quelque chose ensemble. Mais ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Puis, on a un petit cadeau. Donc, on va te donner ça dans un petit instant. Donc, on va aller te chercher ça. Puis, on te remet ça. Puis, merci beaucoup. C'est bon, merci. Ça a été vraiment une superbe entrevue. Excellent. Donc, on avait un petit cadeau à te donner. C'est pas grand-chose, mais en fait, c'est de la part de la microbrasserie Le Coureur des Bois. Ils nous l'offrent. On te le redonne. Donc, écoute, on est bien content de te donner un petit pack de bière. Cet après-midi, tu pouvais pas parce que t'étais sa job. Hein? T'es un gars de conviction. On aime ça de même. Fait que, à ta santé, Jérôme, merci beaucoup d'avoir participé au podcast Territoire Libre de la microbrasserie Le Coureur des Bois. Ben, merci beaucoup, c'est très apprécié. Franchement, là, c'est un super beau cadeau. Merci beaucoup. Merci à microbrasserie Le Coureur des Bois. Puis merci à vous autres, les gars. La meilleure bière au Québec. Yes, sir. En tout cas, notre préféré à nous. C'est ça. C'est bon. Merci beaucoup.